La ville où je suis né, par Stanislas Casimir. Je m'appelle Stanislas Casimir. J'ai 12 ans et je vis à Haute-Tombe. Si vous avez habité dans cette ville, vous savez pourquoi elle porte ce nom. C'est très simple. Elle est blottie au bas d'une colline sur laquelle se trouve un vieux cimetière. On aperçoit ce cimetière de la rue principale, de la fenêtre de ma salle de classe, de mon lit. De partout, en fait. Même lorsqu'il fait beau, il couvre les maisons et la cime des arbres d'une ombre immense. C'est pourquoi on ne voit pas le soleil à Haute-Tombe. Par temps clair, dans la journée, les pierres tombales brillent, pareilles à des dents usées plantées dans l'herbe profonde. La nuit, quand la lune illumine le haut de la colline, le cimetière devient vraiment effrayant. Il est enveloppé dans une sorte de brume qui lui donne un aspect irréel. Les tombes semblent flotter dans les airs. Oui, c'est ainsi, et cette brume miroite au-dessus de la ville jusqu'en bas de la pente. Elle enveloppe ma maison. Je pense que c'est pour ça que je fais d'horribles cauchemars. J'éclaircis ma voix. Lire une rédaction devant toute la classe me rend toujours très nerveux. J'avais donc la gorge aussi sèche qu'un morceau de papier de verre. Mes mains moites avaient laissé des traces d'encre sur les feuilles de papier. « C'est très bien écrit, dit mademoiselle Webster, en approuvant de la tête, les mains croisées. C'est une très bonne description, Stanislas. Vous êtes d'accord, les enfants ? Des élèves murmurèrent un oui timide. Mon amie, Audrey Russina, leva un pouce en signe de victoire. Mais derrière elle, Frank Forman bâilla bruyamment. Son copain, Buddy Tanner, s'esclaffa aussitôt, suivi par les autres. Le professeur d'anglais dévisagea Frank avec autorité. « Continue, Stanislas, me dit-elle. Je jetai un coup d'œil rapide sur la pendule accrochée au-dessus du tableau noir. « Vous croyez qu'on aura le temps ? Demandai-je. En fait, ce n'était pas l'heure qui m'inquiétait. La seconde partie de mon récit était plus personnelle. Frank et Buddy allaient se moquer de moi. Lorsque j'avais lu ma dernière rédaction, ils avaient été odieux. Ce devoir racontait ce qui me faisait le plus peur au monde, les araignées. Pendant le mois qui avait suivi, j'en avais trouvé une chaque matin sur mon pupitre. « Continue jusqu'à la sonnerie, insista mademoiselle Webster. N'ayant pas le choix, je repris ma lecture. Certaines nuits, je rêve de spectres qui hantent le cimetière. Ils sortent de leur tombe et, en flottant dans les airs, descendent de la colline. Ils se tiennent là, aux aguets, dans le brouillard, et attendent leur innocente victime. D'ailleurs, toute ma famille fait ce genre de cauchemar. Charlotte, ma petite sœur, Rémi, mon petit frère. Ils sont jumeaux et ont 6 ans. Une nuit, Jason, mon autre frère de 8 ans, se réveilla en hurlant. « Les voilà, ils viennent me chercher, ils arrivent. » Il fallut un long moment pour le convaincre que ce n'était qu'un rêve. Pourtant, ces spectres existent. Quand ils découvrent leur proie, ils l'encerclent en bourdonnant comme des abeilles. Ils tournent autour d'elle et forment un ruban de brouillard. Puis ils l'emmènent dans les vieux tombeaux perchés sur la colline. À Haute-Tombe, tout le monde le sait. « C'est très très bien, Stanislas, dit mademoiselle Webster, en applaudissant avec enthousiasme. Audrey m'adressa son plus beau sourire. Derrière elle, Frank et Buddy étouffaient des ricanements idiots en se tapant dans les mains. Que préparait-il ? « Tu voudrais devenir écrivain plus tard, Stanislas ? Me demanda le professeur. Je n'en sais rien. Vraiment, bégayai-je, rouge de plaisir. Peut-être. Frank venait d'imiter ma petite voix aiguë. Buddy éclata de rire. Ça suffit, s'exclama mademoiselle Webster. C'est à toi de lire ta rédaction. Pris de court, il resta bouche bée. C'est que je n'ai pas tout à fait fini, bredouilla-t-il, gêné. Et quel est le sujet de ton devoir ? Poursuivit mademoiselle Webster. Je ne suis pas encore sûr, hésita-t-il. Nous verrons ça plus tard, dit sévèrement mademoiselle Webster en se retournant vers moi. Continue, Stanislas, tu lui donneras peut-être un peu d'inspiration. Contrairement à moi, Frank et Buddy prennent les choses à la légère.
Ils passent leur journée à faire des blagues ou à bavarder au lieu de travailler. Ils adorent mettre la pagaille partout où ils passent. Ce sont les garçons les plus décontractés du collège. Franck est impressionnant avec ses gros muscles et ses épaules larges, alors que moi, je suis plutôt chétif. Avec mes lunettes rondes, j'ai l'air obsédé par les études. J'aurais aimé être aussi insouciant qu'eux, faire le pitre, amuser la galerie, au lieu d'être là, planté comme un piquet, à écouter les compliments du professeur. Mais j'étais tout sauf détendu. Rougissant de nouveau, je poursuivis ma lecture. Tout le monde, à Haute-Tombe, connaît l'existence de ces fantômes. Nous avions à peine emménagé que des enfants nous en parlèrent. D'après eux, les morts ne peuvent pas trouver le repos éternel parce que le cimetière est situé trop haut, sur cette petite montagne. Alors ils sont devenus furieux, aigris. Ils sortent de leur tombe et promènent leur corps en décomposition. Ils arpentent le cimetière et surveillent les maisons qui se trouvent dans la vallée. La nuit, leurs gémissements et leurs hurlements s'entendent de partout. Parfois on peut même les apercevoir à travers l'épais brouillard qui couvre le sommet de la colline. Si jamais vous montez là-haut la nuit. La cloche sonna, les livres claquèrent bruyamment et les élèves quittèrent leur place. « Merci, Stanislas. Désolé que tu n'aies pu aller jusqu'au bout, mais c'était très bien, dit mademoiselle Webster en se levant. Allez les enfants, c'est fini pour aujourd'hui. Un brouhaha s'éleva dans la classe. Les chaises raclèrent le plancher. Attendez, cria-t-elle pour se faire entendre. Stanislas m'a donné une bonne idée. Le bruit laissa place au calme. Demain, apportez des sandwichs et mettez des bottes. Nous visiterons ce cimetière. Mais pourquoi s'exclamèrent quelques-uns. Les yeux du professeur étincelèrent. Nous allons ordonner aux fantômes de sortir. Métamorphose ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda Jason. Assis à l'autre bout de la table de la cuisine, mon père le regarda sans comprendre. Pardon ? dit-il. Oui, c'est quoi une métamorphose ? répéta mon petit frère. Installés près de lui, Rémi et Charlotte s'amusaient à se chatouiller. Ma mère, elle, terminait une conversation téléphonique. Métamorphose ? Où as-tu entendu ce mot ? enchaîna papa, qui piqua dans le plat une cuisse de poulet avec sa fourchette. Je ne sais pas, dit Jason en grattant ses cheveux bouclés. Eh bien, c'est lorsqu'une chose se change en autre chose. C'est une transformation. Comme changer de vêtements ? Rémi et Charlotte, arrêtez, ordonna maman en s'asseyant. Mais non, poursuivit mon père. Par exemple, si une chenille devient un papillon, c'est une métamorphose. Ah bon ? Mais pourquoi poses-tu ces drôles de questions ? Je ne sais pas, dit Jason en haussant les épaules. Il a dû entendre ça dans un dessin animé, suggérai-je avec malice. Mon petit frère ne trouva pas ma plaisanterie très drôle, et je reçus un grand coup de pied sous la table. Rémi et Charlotte ricanèrent et reprirent leur bagarre de plus belle. « Arrêtez tout de suite !» cria maman, excédée. « Ce serait génial si Duke pouvait se métamorphoser, affirma Jason en se baissant pour caresser notre chat noir. Pourquoi ne se transformerait-il pas en papillon ? Ça ferait une belle métamorphose, hein, papa ? Mon père n'eut pas le temps de répondre. Rémi et Charlotte se chatouillaient maintenant par terre, sur le carrelage. Chez nous, les repas ne sont pas toujours reposants. Après le dîner, papa et maman partirent pour le collège afin d'assister à une réunion de parents d'élèves. J'avais la responsabilité des 3 petits jusqu'à 21h et je leur passais une cassette vidéo. C'était un très long dessin animé, de quoi avoir la paix un bon moment. J'en profitais pour monter dans ma chambre. J'avais prévu de téléphoner à Audrey. Mon ami m'avait proposé d'assister le lendemain matin à sa leçon de danse, et même de danser. Mais je déteste cela. J'avais donc décidé de l'appeler pour lui dire que je n'irais pas. Je composais son numéro. La ligne était occupée. Assis sur le bord de mon lit, je soupirais et regardais par la fenêtre. Nous étions en novembre. La nuit était sombre. Il faisait froid. Je contemplais la colline de Haute-Tombe qui scintillait dans le clair de lune argentée. Des arbres rabougris
nus comme des squelettes, poussaient en ordre dispersé le long de la pente. J'appuyai le visage contre la vitre pour examiner le sommet de la colline. Tout à coup, j'eus le souffle coupé. Là-haut, des lumières clignotaient. De minuscules points lumineux brillaient si fort qu'ils éclairaient les vieilles pierres tombales. Je restai là, bouche bée, fixant ces petites taches étincelantes qui se déplaçaient au-dessus des sépultures comme des feux follets aussi blanches que des fantômes. Elles disparurent soudain dans le brouillard qui recouvrit l'herbe sombre et les arbres décharnés. Toute la colline fut engloutie. C'est alors qu'un gémissement retentit, terrifiant, une longue plainte qui flotta dans la brume. Était-ce un animal ou un être humain? Le cri était à la fois lugubre et effrayant, et tout proche, à vous glacer le sang. Le lendemain matin, il faisait un froid humide et pénétrant. Nous suivions mademoiselle Webster sur le chemin menant au cimetière. Le ciel était entièrement couvert de nuages lourds et gris. Un vent glacial soufflait du haut de la colline, faisant trembler les arbres. Les branches dénudées remuaient comme si elles voulaient nous avertir de quelque chose. « Les enfants, nous allons à la rencontre du passé, » annonça mademoiselle Webster. « Nous écouterons ce que racontent ces vieilles pierres. » Je portais mon sac à dos, ou plutôt celui de Jason, car je n'avais pas pu retrouver le mien. Ce sac était rouge vif et beaucoup trop étroit. Mon petit frère l'adorait, et je savais qu'il serait furieux en apprenant que je l'avais emprunté. J'avais donc prévu de le remettre à sa place avant qu'il ne s'en aperçoive. Soudain, quelqu'un courut derrière moi, et je n'eus pas le temps de l'éviter. « Il est génial, ton sac !» dit Frank en l'agrippant à deux mains. Il me tira en arrière tellement fort que je faillis m'écrouler sur un groupe de filles. Évidemment, lui et Buddy s'esclaffèrent, imités aussitôt par les autres. « C'est un sac de bébé !» déclara Buddy. Sa plaisanterie provoqua de nouveaux éclats de rire. Furieux, j'enfonçai ma casquette sous la tête et montai la pente à grande enjambée. « Pourquoi es-tu si pressé ?» me demanda Audrey, qui me rejoignit en courant. « Prends ton temps, les fantômes ne risquent pas de s'en aller. » Je ralentis et me tournai vers mon amie. « Je l'aime beaucoup, Audrey. Elle est maligne et drôle, et avec ses longs cheveux bruns et son teint mat, c'est la plus jolie fille du collège. Mais le plus fantastique, ce sont ses yeux, de grands yeux verts aux éclats d'or. Lorsque je suis avec elle, j'essaie d'être le plus détendu possible, et, pour être honnête, si je ne danse jamais, c'est pour qu'elle ne découvre pas à quel point je suis maladroit. Je me dépêche parce que j'ai hâte de voir ce qui est écrit sur ces tombes, mentis-je. Il fait froid, dit Audrey lorsque nous atteignîmes le portail cassé du cimetière. Elle remonta la fermeture éclair de sa veste pourpre. Pas tant que ça, crânai-je en baissant la mienne pour l'impressionner. J'avais à peine franchi la grille qu'une araignée surgit devant mes yeux. Accrochée par un fil à l'un des montants en bois, elle se balançait dans le vide. Je ne pus m'empêcher de pousser un cri de terreur. Je fixai l'insecte tout en avançant sur le côté. Ne voyant pas où je mettais les pieds, je trébuchai sur un piquet et m'affalai sur une tombe délabrée. « Ça va ?» s'inquiéta Audrey en m'aidant à me relever. « Je t'ai dit que j'avais hâte de lire ce qui est écrit sur les pierres, blaguai-je. » Dès que la classe nous eut rejoints, mademoiselle Webster nous distribua des blocs de papier et des morceaux de charbon de bois. Ensuite, elle nous proposa de prendre des empreintes d'inscription. « Nous étudierons tout cela au collège, dit-elle, et nous verrons ce que ces ruines ont à nous révéler. »« Ouh, je suis le fantôme du cimetière !» hurla soudain Frank. Il allait et venait en chancelant pour effrayer les filles. Bien entendu, elles se mirent à ricaner. « Commençons par cette rangée, proposai-je à Audrey. Nous étendîmes des pages sur une stèle et commençâmes à les frotter à l'aide du charbon de bois. Le vent souffla plus fort. Des feuilles mortes tourbillonnèrent autour de nous et s'entassèrent à nos pieds. « William Swift », lut Audrey. « Pendu, 1852. »« Tu crois que c'était un assassin ?» bredouillai-je en reculant. « Ça ne devait pas être quelqu'un de très bien, » dit Audrey, pensive.
Elle s'éloigna pour regarder les autres tombes de la rangée. Je ramassai mes affaires et poursuivis seul. Le ciel s'assombrit. Il faisait de plus en plus froid. Je remis le petit sac à dos sur mes épaules et fermai mon blouson. Je m'arrêtai devant une grande sépulture portant 2 inscriptions. Oswald Mans, 1770-1785, et Martin Mans, 1772-1785. Ils devaient être frères, pensai-je en frissonnant. Ils sont morts très jeunes. Le premier à 15 ans, l'autre à 13. Ceux-là avaient dû être de gentils garçons et non des meurtriers qui avaient fini pendus. Je remarquai aussi une phrase en tout petit caractère, mais elle était presque illisible. Au-dessus, il y avait un oiseau gravé dans le granit qui ressemblait à un corbeau. J'étais certain que cette tombe plairait à Audrey. Mon ami voudrait sûrement prendre une empreinte du texte et du dessin. Mais où était-elle passée? J'inspectais les alentours. Les élèves étaient éparpillés dans le cimetière et travaillaient. Je finis par apercevoir Audrey, qui avait suivi Franck. Il hésitait entre plusieurs tombes. J'allai vers elle. « Viens voir celle-là, dis-je en la tirant par le poignet. Soudain, ma chaussure heurta un gros caillou et je perdis l'équilibre. J'essayai de me rattraper au bras de mon ami, mais je m'affalais sur la sépulture des frères Mans. La stèle vacilla en produisant un son étrange. Elle pivota et se coucha dans un bruit sourd. Une sorte de petit cri suivit. Un frisson me parcourut le dos. « C'est toi qui as crié, Audrey » bégayai-je, paralysé. Elle me regarda sans comprendre. « Quoi ? Ce n'était pas toi » m'exclamai-je. « Tu n'as rien entendu » ? « Non. » Je poussai un soupir de soulagement. J'avais dû rêver. Je me levai et remis ma casquette, puis je frottai mes vêtements couverts de poussière. En me retournant, je vis la phrase à moitié effacée qui se trouvait sous l'oiseau. « Regarde, Stanislas, me dit Audrey. Je plissai les yeux pour déchiffrer les petits caractères. Tu dérangeras nos restes à tes risques et périls. Mon corps entier se mit à trembler. Déranger leurs restes ? Avais-je troublé le repos des frères Mans ? On s'en va, les enfants, c'est l'heure, cria alors mademoiselle Webster depuis le portail du cimetière. Mais je ne pouvais quitter des yeux le corbeau qui semblait me regarder. Je retirai mon sac à dos et le posai contre un arbre. Je me baissai pour essayer de redresser la pierre renversée. Ouf, ça pèse 1 tonne, fis-je en soufflant, incapable de la bouger d'1 centimètre. Hé, venez m'aider, vous autres. Les élèves descendaient déjà la colline. Audrey aussi était partie. J'abandonnai et avançai vers la grille. C'est alors qu'une main sortit du sol et saisit ma cheville. J'ouvris la bouche pour crier, mais il n'en sortit qu'une plainte timide. La main resserra son étreinte sur ma cheville. Elle était glacée. Je poussai un gémissement d'horreur et donnai un violent coup de pied. Je parvins enfin à me libérer. J'avançai en titubant et perdis ma casquette, mais j'étais trop effrayé pour la ramasser. « Attendez-moi, attendez-moi » hurlai-je en courant vers les autres. « Une main est sortie de la tombe et a attrapé ma cheville. » Audrey, Franck et Buddy me regardèrent sans comprendre. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda Buddy. Je me retournai et désignai le cimetière. Je n'en crus pas mes yeux. La main glacée. Où était-elle passée ? Elle avait disparu. Tout était calme et silencieux. Un écureuil pointait son museau entre les pierres branlantes. Je restais là, immobile, retenant mon souffle, tremblant encore de frayeur. Avais-je été attrapé par un fantôme, ou m'étais-je plutôt pris le pied dans une racine ? Rien ne bougeait dans les herbes hautes qui poussaient entre les tombes. Tout semblait normal. Je courus rejoindre les élèves qui étaient déjà arrivés à mi-pente. Hors d'haleine, je rattrapai Audrey. « Qu'est-ce qui ne va pas, Stanislas » demanda-t-elle en me jetant un coup d'œil inquiet. « Pourquoi traînais-tu »« Parce que j'aime l'atmosphère des cimetières. »« Ah bon ?» En fait, je m'étais promis de ne plus jamais y revenir, mais je ne savais pas que j'y retournerais avant la fin de la nuit et que je risquerais de ne pas en ressortir vivant.
Après le dîner, je m'assis devant mon ordinateur et terminai mon devoir d'anglais. Au rez-de-chaussée, ma mère grondait Rémi et Charlotte. « Je ne vous le dirai pas 2 fois, arrêtez de pleurer !» s'exclama-t-elle. J'essayais de me concentrer sur mon travail lorsque Jason passa la tête dans l'entrebâillement de la porte de ma chambre. « Où est mon sac ?» demanda-t-il. « Comment veux-tu que je le sache ?»« Mais j'en ai besoin pour demain matin et il n'est pas dans mon placard. » J'eus du mal à avaler ma salive. Je l'avais oublié dans le cimetière. « Il était sur mon étagère, » dit Jason d'une voix de plus en plus aiguë. « Je crois que je sais où il se trouve, » avouai-je. « Quoi ? Tu me l'as pris sans ma permission ?»« Eh bien... » En fermant les yeux, je repensai à la visite du matin. Je l'avais laissé contre un arbre, et quand j'avais senti cette main entourer ma cheville, je ne m'étais pas baissé pour le ramasser. J'étais parti en courant dès que j'avais pu me dégager. J'avais abandonné ma casquette et ce satané sac. Que pouvais-je faire ? « Je te conseille de le retrouver, » dit Jason, furieux. « Sinon je te dénonce aux parents. » J'étais coincé. Il fallait que je le récupère. Si je leur dis pourquoi je sors, ils ne seront pas d'accord, pensai-je. C'est sûr. Pas de problème, affirmai-je. Je vais aller le chercher. Calme-toi. Pourquoi avais-je dit cela ? Je devais maintenant remonter sur la colline, tout seul, en pleine nuit. Mais je n'avais pas le choix. Je renvoyai Jason dans sa chambre car il fallait que je réfléchisse. Je marchais de long en large, la tête en feu. Non, il était impossible que j'aille là-haut tout seul. Je sentais encore le contact glacé de cette main agrippant ma cheville. Il n'en était pas question. Rassemblant tout mon courage, je saisis le téléphone et composai le numéro d'Audrey. « Tu peux me rendre un petit service ?» bafouillai-je quand elle eut décroché. « Un service ? Mais qui est à l'appareil ? » ?»« Ah, c'est toi, Stanislas. »« Oui, pourrais-tu venir avec moi au cimetière ? Il n'y en a pour 1 minute. J'ai oublié des affaires. » Un long moment de silence suivit. Audrey finit par répondre. « Tu rigoles ou quoi ?» Quelques instants plus tard, je racontai à mes parents que j'allais chez Audrey pour finir mes devoirs. Ils furent d'accord, à la condition que je ne reste pas plus d'1 heure. En effet, j'avais fini par convaincre mon ami. Je me glissai dehors par la porte de la cuisine et tirai la fermeture éclair de mon blouson. Un vent froid soufflait du sommet de la colline. J'allumai ma torche électrique qui projeta un halo de lumière orange sur la pelouse gelée. En passant par les cours arrière des maisons, je rejoignis Audrey devant son garage. Elle était vêtue d'une parka chaude et avait caché ses cheveux sous une cagoule de ski en laine. « Tu es sûr qu'on va chercher un sac à dos et une casquette ?» demanda-t-elle aussitôt, méfiante. « Je t'ai expliqué. Jason a besoin de son sac demain. Je n'aurais jamais dû le lui prendre sans sa permission. » Nous nous mîmes à grimper, courbés sous la bourrasque. Nos chaussures dérapaient sur l'herbe couverte de givre et nous avancions lentement. Audrey se cramponna à mon bras. « Franck m'a appelé juste après toi, dit-elle. »« Ah bon ? Et qu'est-ce qu'il voulait ?»« M'emprunter mes notes d'histoire, mais je lui ai dit que nous venions ici et il a semblé vraiment étonné, » ajouta-t-elle en riant. « C'est malin, m'exclamai-je. Pourquoi lui as-tu raconté ce que nous allions faire ? J'espère qu'il restera chez lui. » Gênée, elle haussa les épaules. Nous atteignîmes un bouquet d'arbres squelettiques. Les branches tremblaient et craquaient légèrement sous les rafales de vent. « Maintenant, » enchaîna Audrey, « dis-moi la vérité. Pourquoi as-tu crié ce matin ?»« Moi ? Crier ?» fis-je, surpris par sa question. « Ah oui, j'avais aperçu quelque chose. » « Tu ne crois quand même pas aux histoires de fantômes de ta rédaction ?» Audrey me fixa de ses yeux verts, attendant ma réponse. « Mais non, » murmurai-je. Le cimetière de la colline de Haute-Tombe paraissait calme. Pas une lumière ne clignotait. Aucune brume ensorcelée ne recouvrait la pente. Perdue dans le ciel sombre, la lune brillait à l'horizon. Nous nous arrêtâmes au portail délabré. Je dirigeai le faisceau de ma lampe sur les sépultures alignées. Penchées ainsi les unes sur les autres, elles semblaient dormir. Soudain, une forme jaillit derrière une pierre haute et étroite. Je sursautai. C'était un lapin.
Audrey éclata de rire. Il t'a fait bondir d'un mètre? N'aie pas peur, il est tout mignon. Écoute, dis-je, vexé, ramassons ce sac et filons d'ici. Je l'ai laissé près de la tombe des frères Mans. Un nuage passa devant la lune, plongeant le lieu dans l'obscurité. J'éclairai aussitôt les rangées de stèles afin de nous repérer. J'aurais dû apporter aussi une torche, murmura Audrey en frissonnant. Il fait très sombre maintenant. Serre-toi contre moi, dis-je, pour la rassurer. En réalité, j'avais autant peur que mon amie, mais je ne voulais pas qu'elle s'en aperçoive. Le vent siffla entre les arbres rabougris. Les branches s'entrechoquèrent avec des craquements lugubres. Les hautes herbes caressaient les caveaux en sifflant. « Oh !» criai-je soudain. Mon pied gauche venait de s'enfoncer dans un trou. Une douleur violente me traversa la cheville. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda Audrey, inquiète. « Ce n'est rien » répondis-je en frottant énergiquement l'endroit douloureux. « Continuons. » Mais où avais-je laissé ce maudit sac? Je grimpais sur une butte et inspectais les alentours. Je finis par l'apercevoir appuyé contre un vieux chêne penché. Je me précipitai et le saisis à deux mains. Il était couvert d'une mince couche de rosée que le gel avait transformée en glace. Je l'essuyai avec la manche de mon blouson. Audrey commença à respirer très fort dans mon dos, une respiration haletante et rauque. « Pourquoi es-tu aussi essoufflé ?» demandai-je, sans me retourner. Mon ami ne me répondit pas. Tout à coup, des feuilles mortes craquèrent devant moi. Je levai les yeux et quelqu'un venait d'apparaître derrière un arbre. Qui est là ?» dis-je, terrorisé. Il faisait trop sombre pour que je puisse reconnaître l'ombre qui avançait dans ma direction à grande enjambée. « Audrey !» m'écriai-je enfin. « Mais que faisais-tu » Mon sang se glaça. Si mon ami venait vers moi, alors qui soufflait si puissamment derrière moi? Je fis volte-face en hurlant. Personne. Pourtant j'étais certain d'avoir entendu tout près ce souffle inquiétant. Un frisson me parcourut tout entier. Le sac à dos m'échappa des mains tellement je tremblais. Je me penchai pour le ramasser. Mais quand je me relevai, mon ami avait de nouveau disparu. « Audrey ? Que se passe-t-il » criai-je. « Désolée, » répondit-elle enfin. Elle était cachée par une butte couverte d'herbe. « J'ai perdu ta trace dans l'obscurité, dit-elle. Il y a vraiment des tombes très bizarres par ici. Viens voir. » Soulagé, je dirigeai ma torche sur Audrey. Elle était penchée au-dessus d'une petite pierre tombale noire. « C'est un très jeune enfant, » murmura-t-elle. Le vent froid couvrait à moitié sa voix. « Et il y a une comptine gravée. C'est si triste, Stanislas. » « Il a dû mourir il y a au moins 100 ans, fis-je en marchant. Le faisceau lumineux fit briller le granit. « J'ai retrouvé ce maudit sac, annonçai-je. On peut rentrer maintenant. »« D'accord, mais avant jette un coup d'œil là-dessus. » Alors que j'avançais dans l'allée, ma lampe éclaira soudain quelque chose sur le sol. C'était ma casquette. Je l'avais complètement oubliée. Je me baissai pour la ramasser et poussai un hurlement. Dedans, il y avait, devinez quoi, un crâne confortablement installé. Un crâne humain. Enfoncés dans les orbites, 2 yeux noirs me scrutaient, les mâchoires ouvertes laissant voir des dents menaçantes. Mon cœur se souleva de dégoût, mes mains se mirent à trembler. Le crâne tomba, rebondit sur ma chaussure et roula dans l'herbe. « Une tête de mort !» criai-je. Mais Audrey ne m'avait pas entendu. Le vent soufflait trop fort. « Stanislas, à quoi tu joues » s'impatienta-t-elle. J'eus de nouveau la nausée. Les yeux continuaient à me dévisager. « Au secours » hurlai-je. Audrey accourut en faisant crisser les feuilles mortes. « Regarde » m'écriai-je en agitant ma casquette. « C'est ta casquette ? Et alors » dit-elle en me fixant dans les yeux. « Par terre » bégayai-je en claquant des dents. « Un crâne, un vrai !» Elle regarda dans la direction que je lui indiquais. « Un crâne ? Mais où ça ?» D'une main mal assurée, je dirigeai le faisceau de ma torche. « Ici » insistai-je. « Tu vois bien »
Audrey examina le rond de lumière. Enfin, Stanislas, dit-elle en se tournant vers moi, il n'y a rien. Elle avait raison, la tête avait disparu. Non, c'est impossible, hurlai-je. Les fantômes du cimetière, et moi qui avais cru qu'il s'agissait d'une vieille légende, d'une rumeur qui se raconte dans tous les villages. Audrey entoura mes épaules d'un geste amical. Du calme, Stanislas, tu trembles comme une feuille. J'ouvris la bouche pour répondre quand un son étrange me coupa le souffle. Un grattement suivi de bruit de pas. Le vent tomba. Une voix lugubre retentit dans le silence. Stanislas, rends-moi ma tête. Oh non, pas ça, criai-je. Un rire strident me glaça le sang. Je me retournai. C'était Frank Foreman. Il avança dans notre rangée de tombes, suivi de près par Buddy. Deux autres garçons gros et joufflus les accompagnaient. Ils étaient tous pliés de rire. « Alors tu me rends cette tête » demanda Frank. « Depuis quand êtes-vous ici, et qu'est-ce que vous êtes venu faire ?»« Audrey m'a dit que vous alliez pique-niquer. Alors on s'est invités. »« Ça n'a rien d'un pique-nique, » intervint mon ami. « On s'en allait d'ailleurs, dis-je en me dirigeant vers le portail. Frank me bloqua le passage. « Tu es certain que tu t'en vas » fit-il d'un ton sarcastique. « Tu en es sûr ?»« Arrêtez, vous n'êtes pas drôle, » protesta Audrey. « En plus, il fait froid. »« Et il y a vraiment des fantômes » bredouillai-je. Je me mordis immédiatement la langue. Comment avais-je pu sortir une bêtise pareille ? J'étais fichu. Ils allaient en profiter pour me rendre la vie impossible. « Des fantômes » ricana Buddy. « Tu te rends compte, Franck ? Il croit à ces légendes. »« Évidemment qu'il y croit, » enchaîna l'autre. « C'est un fantôme. »« Allez, on s'en va, déclarai-je, sentant qu'il préparait un mauvais coup. Mais Franck m'attrapa par les épaules. Je lâchai ma torche qui heurta le rebord d'une pierre et s'éteignit. Elle roula sur l'herbe. « Non, Stanislas, tu ne peux pas partir, déclara-t-il. Tu vas rester avec tes copains. »« Oui, puisque tu es un spectre, renchérit Buddy. »« Stanislas est un fantôme, reprirent ensemble les deux joufflus. »« Lâchez-moi, m'écriai-je. Rassemblant mon courage, je me libérai et pris Audrey par la main, prêt à m'enfuir avec elle. « Non, Stanislas, insista Franck, je sais que tu ne veux pas t'en aller, n'est-ce pas ? Tu veux rester ici avec les autres fantômes, hein ? Fichez-lui la paix, ordonna Audrey. Pourquoi on ne fait que plaisanter, dit Franck en me plaquant contre un arbre. Je commençais à transpirer malgré le froid. Mes jambes se mirent à trembler. L'un des garçons tenait une corde. « Que voulez-vous faire » hurla Audrey. « Laissez-le à la fin. »« Viens, Stanislas, fichons le camp. » Franck me tira sur le côté et me colla contre une haute sépulture. Je voulus le frapper à coups de poing, mais Buddy et l'un des deux autres me ceinturèrent. Furieux, j'agitai les pieds dans tous les sens, mais ne parvins pas à me libérer. « Ne faites pas ça » cria Audrey, « ce n'est plus drôle. » Pour toute réponse, Franck éclata de rire. « Ne t'en fais pas, Stanislas, dit-elle en courant vers le portail. Je vais chercher de l'aide. »« Lâchez-moi » hurlai-je en me débattant. « Ouh, le fantôme » crièrent-ils en chœur. La corde s'enroula autour de ma poitrine, m'empêchant de bouger. « Laissez-moi partir » suppliai-je. Je voulus faire un mouvement, mais ils serrèrent les liens encore plus fort. « Bonne nuit » susurra Franck. 3 secondes après, ils avaient disparu dans l'obscurité. Je les entendis dévaler la pente de la colline. « Ce n'est pas vrai » pensai-je en essayant de me dégager. J'étais là, attaché à une tombe, au beau milieu de la nuit, dans le cimetière de Haute-Tombe. « Pitié » criai-je, « ne me laissez pas tout seul ici !» Mon cœur cognait dans ma poitrine. Malgré mon épais blouson, je sentais le contact de la pierre glacée. « Je vous en supplie » hurlai-je. « Revenez !»« Franck, reviens !» criai-je. « Revenez !» Je les entendis rire, tandis qu'ils descendaient la colline. « Au secours !» m'époumonnai-je en tirant désespérément sur la corde. Soudain, un froissement d'ailes me remplit de terreur. Un souffle d'air passa sur mon visage. Un autre bruissement me paralysa. Une forme glissa le long de ma joue.
Des chauves-souris, des dizaines de chauves-souris. Elles arrivaient de partout en poussant de petits cris. Mes appels avaient dû les effrayer. Elles avaient quitté la cime des arbres et tourné autour de moi, m'obligeant à baisser la tête pour les éviter. Leurs yeux rouges brillaient dans la nuit. Elles volaient dans tous les sens et plongeaient dans ma direction en piaillant. Je restais immobile, suffoquant de peur. Enfin, après un dernier plongeon, elles disparurent dans l'obscurité. Le silence fut total, juste troublé par les battements fous de mon cœur. « Calme-toi, Stanislas, dis-je à voix haute. Tu ne vas pas rester là toute la nuit. Quelqu'un va venir à ton secours. Audrey est partie chercher de l'aide. Ils vont arriver bientôt. » Une bourrasque de vent glacé balaya les feuilles mortes. Une fine poussière s'envola, me piquant les yeux. De vieux chênes se mirent à craquer comme s'ils grognaient. Le long gémissement qui suivit me coupa la respiration. « Audrey, c'est toi ?» demandai-je d'une toute petite voix. Je scrutais les longues rangées de tombes à travers l'obscurité. Où était-elle? Elle aussi m'avait peut-être abandonné. Non, c'était impossible. Pas mon ami. Je rassemblai mes forces et me penchai pour desserrer mes liens. Mais la corde était enroulée depuis mes épaules jusqu'à mes genoux, me maintenant les bras le long du corps. Je recommençai. Rien à faire. Je voulus alors dégager mes mains, mais ne parvins qu'à m'égratigner les doigts. Je n'y arriverai jamais, soupirai-je, désespéré. Je regardai les vieilles tombes, faiblement éclairées à présent par la lune. Soudain, je crus voir l'une des pierres s'incliner sur le côté. Non, j'avais rêvé. Ce n'était qu'une illusion provoquée par la demi-obscurité. Je clignai des yeux et la fixai pour m'assurer qu'elle n'avait pas bougé. Il me sembla alors que sa voisine remuait à son tour. Un autre long gémissement retentit dans la nuit, plus proche. Le vent souffla, secouant les branches dénudées. Une autre stèle se renversa en arrière avec un bruit sinistre, et une nouvelle plainte m'épouvanta, encore plus proche. Ma tête était prête à éclater. Il fallait que je quitte cet endroit. Je m'agitais comme un fou, poussant, tirant sur la corde. « Au secours !» criai-je. « Libérez-moi de... » Je ne pus terminer ma phrase. Une brume verte s'éleva des sépultures, qui grinçait et se couchait sur le côté. Elle se répandit d'abord lentement, puis très vite. Elle devint épaisse, dégageant une odeur aigre. Le nuage nauséabond m'enveloppa. Je suffoquais. Lorsqu'il atteignit mon visage, je laissai échapper un hurlement. « Débrouille-toi, Stanislas, dis-je tout haut. Libère-toi par n'importe quel moyen. » Mais avant que j'aie pu faire le moindre mouvement, une voix rauque résonna dans le brouillard répugnant. « Il me faut ton corps. » Quoi? Qui est là? C'est toi, Franck? Demandai-je, paniqué. Il me faut ton corps, Répéta la voix sinistre. Elle ressemblait au croassement d'un corbeau, ou plutôt à une toux emportée par le vent. Les mots étaient chuchotés et tellement effrayants. « Franck, c'est toi ?» criai-je. « Détache-moi, s'il te plaît. » il me faut ton corps. Le brouillard vert et glacé m'enveloppa complètement et tourna autour de moi. Je me sentis aussitôt malade et très faible. « Que m'arrive-t-il ?» pensai-je. Je fis des efforts pour me libérer, mais mes bras ne m'obéissaient plus. Je ne pouvais plus tendre mes muscles, mes genoux fléchirent. J'eus du mal à tenir ma tête droite. Je n'avais plus de force. « Au secours !» appelai-je d'une petite voix étouffée. « Donne-moi ton corps, donne-le-moi !» insista le murmure. « Non, non !» haletai-je. Tout tourna autour de moi. Il me sembla qu'une main appuyait un objet glacé et dur sur mon crâne. Pour m'obliger à me genouiller? Non, pour l'y enfoncer. J'essayai de réagir, de crier. Ma bouche refusa de s'ouvrir. J'étais épuisé. Cette horrible pression fit battre le sang dans les veines de mon front. Mon cerveau était sur le point d'exploser.
Je ne trouvais plus mes mots. Je ne pouvais plus penser. Une douleur insupportable me traversa le corps. Une sensation de froid envahit ma poitrine, mes bras, mes jambes. J'étais tellement oppressé, j'allais m'évanouir et mourir étouffé. Soudain j'entendis un bruit de tissu déchiré, pareil à celui du velcro détaché brusquement, comme si ma peau était arrachée par lambeaux. Je me sentis partir, libéré de mon poids. Je m'élevai dans les airs, ou plutôt dans le brouillard épais et verdâtre. Je clignai des yeux et j'aperçus mon propre corps. Je flottais dans cette brume, regardant ma silhouette ligotée à la pierre tombale. Je fis des efforts incroyables pour crier. Je voulais appeler mon propre corps qui se trouvait au-dessous de moi, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Comment pouvais-je être séparé ainsi en deux parties, me trouver à deux endroits en même temps? J'étais terrifié. Flottant dans la brume, je voulus placer mes mains devant mon visage. Elles avaient disparu. Je me tordis pour essayer de voir mes cuisses, mes pieds. Rien. Quelle horreur! J'étais devenu invisible. Pourtant, j'étais capable de penser. Il ne me restait donc que mon esprit. Je me penchai et vis en bas mes doigts remuer, mes jambes s'étendre et ma tête bouger de droite à gauche. C'était monstrueux. Puis mes yeux clignèrent et mon visage sourit, mais ce n'était pas mon sourire. Mes narines frémirent alors que je ne l'avais jamais fait. Les coins de ma bouche s'abaissèrent, dessinant une grimace froide et cruelle. Je n'arrivais pas à croire à ce que je voyais. Je voulus à nouveau crier, sans succès. En bas, ma tête se tourna dans ma direction, comme si elle m'avait repéré. « Salut, Stanislas, dit-elle. » La voix ressemblait à la mienne. Mes pupilles brillèrent dans le clair de lune et le rictus se fit encore plus méchant. « Tu as troublé mon repos, déclara la créature par ma bouche. Maintenant ton corps m'appartient. J'attendais ce moment depuis si longtemps. » Quoi? Tu es sorti de ta tombe? L'interrompis-je en pensée. Tu es un fantôme? Un vrai fantôme du cimetière? Non, plus maintenant, parce que je suis toi. Il m'avait répondu. Pourtant j'étais resté silencieux puisque je ne pouvais pas parler, ce qui prouvait qu'il lisait dans mon esprit. Tu ne peux pas prendre mon corps, hurlai-je intérieurement en tentant de descendre pour l'atteindre. Mais j'étais paralysé, prisonnier de cette épaisse brume. Tu ne peux pas, répétai-je, furieux, dans mon esprit. Je l'ai déjà pris, répliqua calmement le spectre. Je voulus protester lorsqu'une voix retentit dans le lointain. C'est par là, ils l'ont attaché là-haut, s'exclama-t-elle depuis le bas de la colline. Je vis bientôt Audrey qui franchit le portail en courant, suivi de ses parents et des miens. Où est-il? demanda ma mère, angoissée. Mon ami désigna la pierre tombale sur laquelle était ligoté le revenant. Stanislas, ça va? Cria maman en se précipitant vers lui. La terreur m'envahit. Le démon acquiesça de la tête. Ne t'inquiète pas, le rassura mon père en défaisant les nœuds de la corde. On va te sortir de là très vite. Et moi, toujours prisonnier du brouillard, je distinguais les lèvres du monstre. Mes propres lèvres qui esquissaient un sourire de triomphe. Mes yeux brillaient de bonheur. Le vent se leva sur haute tombe, me poussant vers mes parents. Je me mis à flotter juste au-dessus d'eux. Je hurlais, ou plutôt, je crus hurler. Ne le détachez pas, je vous en supplie, ce n'est pas moi. Ne le détachez pas, ce n'est pas moi, répétai-je. Mais il ne pouvait pas m'entendre, ni lire dans mes pensées. Que m'était-il arrivé? Comment allais-je m'en sortir? J'étais paniqué. Mon corps et mon esprit étaient séparés pour toujours. Désespéré, je me mis à gémir. Je descendis à la hauteur d'Audrey et des autres. J'aurais pu les toucher. Malheureusement, je n'avais pas de main, ni de doigts. Et pas de voix. J'étais fichu. Pourtant je peux les voir et les entendre, me dis-je en planant au-dessus de leur tête. Pourquoi ne peuvent-ils pas m'apercevoir? J'éprouvais des sensations aussi, puisque le vent glacé me faisait frissonner. Il restait peut-être un espoir. J'essayais de me convaincre que tout n'était pas perdu. Mais mon père venait de défaire les derniers nœuds de la corde qui retenait mon corps. Le fantôme était libre.
Ils se rassemblèrent autour de lui, parlant tous en même temps, excités et inquiets à la fois. Maman l'enlaça tendrement et papa saisit son épaule avec affection. C'était insupportable. Le spectre frotta mes poignets meurtris par les liens. Il tendit mes bras et plia mes genoux. Stanislas, tu vas bien lui demanda Audrey. Oui, ça va, dit la créature d'une voix rauque en la fixant avec mes yeux. Je suis juste un peu enroué à force d'avoir crié. C'est une vraie chance qu'Audrey ait été avec toi, déclara la mère de mon ami. Rentrons à la maison, dépêchons-nous, intervint la mienne. Je vais appeler les parents de Frank Foreman. Ce garçon est une vraie peste. Je ne sais pas pourquoi il m'a attaché, dit le fantôme. Je pense qu'il voulait juste m'impressionner. Et il afficha ce sourire qui n'était pas le mien. Je contemplais cette scène d'en haut, impuissant, terrorisé. Que devais-je faire? Il n'était pas question que je laisse mes parents partir avec lui. Réfléchis, Stanislas, me dis-je. Réfléchis, et vite. En regardant autour de moi, j'aperçus la torche que j'avais laissée tomber dans l'herbe. Oui, je vais l'agiter devant leur nez, et ils la verront. C'était une idée géniale. Je descendis pour saisir la lampe. Prends-la, Stanislas, m'encourageai-je. Prends-la, enfin. Impossible, je ne pouvais rien attraper. Pourtant je sentis mon bras se tendre, et j'eus l'impression d'avoir encore une main. Mais la lampe passa au travers de ma paume. C'était horrible. Je n'étais fait que d'air. Mon père serra avec émotion l'épaule du spectre. Quelle nuit, dit-il. Mon corps allait s'enfuir. Je devais réagir. Stop, hurlai-je. À ma grande surprise, le démon m'obéit. Mais il se pencha et ramassa le sac à dos de Jason. Il ne faut pas que je l'oublie, dit-il. Partons vite, dit Audrey en frissonnant. Il fait trop froid ici. Attendez, c'est un monstre, m'écriai-je. Ce n'est pas moi. Le revenant jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et scruta la nuit. Il me fixait. Lui seul pouvait me voir m'agiter désespérément dans la brume. Il m'adressa un sourire joyeux. Audrey regarda aussi dans ma direction. Elle examina les tombes sans m'apercevoir. Tout le monde se dirigea vers le portail du cimetière. Je ne pus m'empêcher de pleurer. Il fallait absolument que je redevienne un être humain, que je démasque ce voleur de corps, que je récupère le mien. C'était facile à dire, mais comment allais-je m'y prendre? Et si je les suivais? Oui, dès qu'ils arriveraient à la maison, je trouverais un moyen d'attirer leur attention. Je voulus me lancer à leur poursuite, mais le vent me repoussa. J'essayai encore, et encore. Je luttais contre l'épais brouillard, contre les rafales violentes. Rien à faire. Je sentis qu'un courant d'air m'entraînait au loin vers la pierre tombale renversée sur laquelle était gravé le corbeau noir. Et cette terrifiante inscription qui m'avait averti « Tu dérangeras nos restes à tes risques et périls ». Je fus attiré vers la terre et l'obscurité, vers la tombe ouverte des frères Mans. « Non, hurlai-je, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort !» Mais, parvenu au fond du trou, je me trouvai recouvert aussitôt d'une terre froide et lourde. « Je vous en supplie, criai-je, ne m'enterrez pas vivant, je ne veux pas mourir. » Je voulus repousser cette terre, en vain. Soudain, je fus envahi par une grande fatigue. Alors j'entendis une toute petite voix, aussi faible qu'un soupir, qui me conseilla « Arrête de te battre, repose-toi, dors de ton dernier sommeil, pour toujours. » J'arrêtai aussitôt de lutter, mon énergie me quittait. Dormir, dormir pour toujours. Au-dessus de moi, la tempête se leva, faisant grincer les arbres. Les branches s'entrechoquèrent. L'une d'elles se brisa dans un craquement terrifiant. Les morceaux tombèrent sur la sépulture. Le bruit me fit sursauter et réagir. Je devais me sortir de ce piège mortel, sauver ma vie. Non, criai-je, je ne me laisserai pas faire. Je ne veux pas mourir. Je rassemblai mes dernières forces et me mis à rejeter la terre qui me recouvrait. Je sentis qu'elle cédait. Dans un ultime sursaut, je parvins à faire un trou assez grand pour me glisser dehors. J'avais gagné, je sentis de nouveau l'air glacé. Je me mis à flotter,
emporté par les bourrasques qui balayaient le sommet de la colline, mais j'étais impuissant. Sans corps, j'étais condamné à me faire entraîner par le vent. « Je veux mon corps, je veux mon corps !» vociférai-je au milieu des tourbillons. Le fantôme avait décidé de me priver définitivement de mon enveloppe charnelle, de me tuer en quelque sorte. Il avait l'intention de se transformer pour toujours en Stanislas Casimir, mais il n'en était pas question. « Ce n'est qu'un spectre, me dis-je. Maintenant qu'il habite mon corps, que va-t-il en faire? Ma famille est peut-être en danger. Non, arrête de délirer. Tu ne trouveras les réponses que si tu te débrouilles pour quitter cet endroit maudit. » Seulement il me restait à trouver le moyen de m'échapper. Je n'eus pas à réfléchir longtemps. Une rafale de vent me fit descendre au ras du sol. Soudain, je vis une petite lumière clignoter au-dessus d'une tombe. Une autre illumina le caveau à côté. Toutes les sépultures s'éclairèrent. Des formes apparurent dans la brume. Elles m'entourèrent, se dressant, surgissant de leur trou, pareilles à des êtres humains. Mais ce n'étaient que les ombres des vivants. Pâles, presque transparentes, elles survolaient le cimetière, fixant l'horizon. Poussés par le vent, les spectres planaient. Il y avait des gens âgés et des plus jeunes, à la peau fripée, au regard vide. Les uns n'avaient pas de bras, d'autres n'avaient pas de dents. Certains n'étaient plus que des squelettes. J'étais paralysé par la peur. Une jeune femme dériva vers moi, des touffes de cheveux blonds tenaient encore sur son crâne. Elle portait une robe rose pâle, tachée de boue, à moitié dévorée par des vers qui rampaient sur le tissu. J'en eus la nausée. Un homme sortit de son cercueil. Il n'avait plus de peau. Ses yeux avaient disparu. Un insecte se faufila dans l'une des orbites creuses. Il se tourna vers moi et sa mâchoire à moitié brisée ébaucha un sourire hideux. Une vieille femme apparut à son tour. J'en restai bouche bée. Des dizaines de pièces de monnaie d'argent étaient fixées à sa nuque jaunie. Elle avait été enterrée avec sa fortune. Elle tourna vers moi sa face décharnée et me regarda du seul œil qui lui restait. Vêtu d'un costume noir et pourri, un homme flottait. Il dressa la tête et ouvrit la bouche comme s'il voulait goûter l'air qui s'engouffrait dans sa gorge. « Maintenant, tu es un revenant, » murmura-t-il en me fixant. Il sortit sa langue en décomposition et la passa sur ses lèvres desséchées. « Tu es un fantôme, » dit-il d'un ton sinistre. « L'un des fantômes du cimetière. »« Tu es l'un des fantômes du cimetière, » répéta la vieille femme en se grattant la tête. « Bienvenue dans le monde des esprits, » me dit un jeune homme. « Alors la légende dit vrai ?» m'écriai-je. « Les esprits sortent vraiment la nuit? Les lueurs que j'ai aperçues de ma chambre étaient donc réelles ?» « Oui, c'est la vérité, » confirma la vieille femme d'une voix rauque. « La nuit, nous nous promenons car nous ne pouvons pas dormir. »« Viens nous rejoindre, Stanislas, » s'exclama l'homme à l'habit noir. « Viens avec nous, puisque tu es l'un des nôtres. »« Non, je ne veux pas être un spectre, » protestai-je. « Je ne veux pas passer mon temps à planer au-dessus des tombes. Je veux retrouver mon corps. »« Ce n'est guère possible, » soupira-t-il. « Ton corps est parti, » ajouta la dame âgée. Et tous les fantômes chantèrent en chœur. « Ton corps est parti, Stanislas. Maintenant tu es l'un des nôtres. »« Non !» hurlai-je. Mon cri s'éleva dans les airs et se perdit dans le vent. Les fantômes continuaient à sourire. Ils se moquaient de ma détresse. Horrifié, je les vis former un cercle autour de moi. Ils se prirent par la main en serrant leurs doigts sans peau et se mirent à danser lentement. La danse des morts. Le brouillard se retira. Des silhouettes se déplacèrent vers la droite, vers la gauche, éclairées par la lune. Elles plièrent leurs jambes et avancèrent à la manière des singes. Leurs visages étaient déformés par d'affreuses grimaces. Je faillis m'évanouir. Les spectres gesticulaient, et je me sentis attiré vers ces créatures, survolant les pierres tombales renversées. Une force invisible me conduisait vers la sépulture des frères Mans. « Non, je refuse de devenir un fantôme, » protestai-je violemment. « Je ne veux pas hanter ce cimetière. Tout ce que je veux, c'est récupérer mon corps. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse. » Les monstres arrêtèrent aussitôt leur danse macabre. « Tiens, il veut retrouver son corps
ironisa une vieille femme aux cheveux blancs. Tu sais bien qu'il n'est plus à toi, me rappela l'homme au costume noir en s'approchant de moi. Je t'ai déjà dit que tu n'avais plus de corps. Perdu, perdu, chantèrent en chœur les autres ombres. Je le sais, dis-je, mais je vais le reprendre. Perdu, tu l'as perdu, chuchotèrent les spectres. Tu ne le retrouveras jamais, renchérit un monsieur âgé, dont la voix couvrit le brouhaha. Et pourquoi demandai-je par bravade. Tu ne sais pas qui te l'a volé? Non. Un silence inquiétant s'installa. Ils avaient cessé de murmurer. Ils se tournèrent tous vers celui qui venait de prendre la parole. C'est Oswald Mans, déclara-t-il. Tu as renversé sa pierre et tu l'as dérangé. Je ne l'ai pas fait exprès, m'écriai-je. Je lui expliquerai et le forcerai à me rendre ce qui m'appartient. Oswald ne te le pardonnera jamais, dit-il. Il est mauvais. Lui et son frère étaient tellement cruels qu'on les prenait pour de véritables démons. Ils ont détruit la moitié de la ville, ajouta la vieille femme. Ils ont déclenché un incendie. Beaucoup de gens ont péri. Sa voix se brisa sous l'effet de l'émotion. Jamais Oswald ne te rendra ton corps, affirma-t-elle. Il est trop diabolique. Je le récupérerai. Je me fiche qu'il soit monstrueux. C'est mon corps, pas le sien. Il doit y avoir un moyen. Il y en a un, m'interrompit-elle. Cependant, tu dois le découvrir toi-même, reprit le vieil homme. Je voulus en savoir plus, mais ils refusèrent de me renseigner. Ils reprirent leur danse macabre. Je ne pus m'empêcher de contempler ces visages sans vie. Il faut que je quitte ce cimetière, pensai-je. Mais que pouvais-je faire, puisque j'étais invisible? Les fantômes continuaient à se trémousser en silence en tournant autour des sépultures et en heurtant leurs jambes raides contre les pierres. Leurs membres craquaient et eux, ils souriaient en fixant la lune. Je sentis de nouveau une force qui m'entraîna vers l'horrible tombe des frères Mans. Une brusque rafale m'en éloigna, puis m'envoya au-dessus des arbres tordus avant de me rabattre brutalement vers le sol. Je me retrouvai étalé sur une épaisse couche de feuilles mortes. Elles commencèrent aussitôt à remuer. Un ronronnement désagréable me glaça le sang. Je compris ce que c'était en apercevant des rats. Ils couraient dans les allées, formant des vagues de fourrure grise. Par douzaines, par centaines, ils rampaient entre les herbes hautes qu'ils fouettaient avec leur queue. Leur petit couinement aigu était effrayant. Ils paraissaient affamés. Ils reniflaient la poussière des caveaux à la recherche d'une proie. Je sursautai de terreur en voyant qu'un petit lapin s'était réfugié derrière une pierre tombale. Les rats se lancèrent à sa poursuite. Le pauvre animal se dressa sur ses pattes arrière, paralysé par la peur. Les assaillants se ruèrent sur leur victime, qui disparut aussitôt. Le drame avait duré une fraction de seconde. Écœuré, j'avais assisté à cette scène sans pouvoir intervenir. J'étais désespéré. J'observais les rats féroces. C'est alors que je sus ce qu'il me restait à faire. Les rats se dispersèrent par petits groupes. Certains continuèrent à chasser, d'autres finirent leur festin. Oui, il me faut un corps à tout prix, pensai-je. Sinon je ne sortirai pas d'ici. Je serais condamné à planer au-dessus des tombes pour toujours. Ou pire, je serais attiré dans celle des frères Mans. Pourquoi ne pas emprunter un autre corps, comme le fantôme l'a fait avec le mien? J'aperçus 2 yeux rouges qui brillaient dans l'obscurité. Un rat s'était écarté des autres. Il digérait. Le dégoût m'envahit. Voulais-je vraiment me transformer en cette créature infecte? Il le fallait pourtant si je voulais avertir ma famille. Oswald Mans était cruel. Mes parents, mes frères et ma sœur étaient en danger. Quand il faut y aller, me dis-je pour m'encourager. Tu dois entrer dans la peau de ce rat, comme ça tu pourras t'échapper d'ici et descendre jusqu'à la maison. Mais une chose me préoccupait. Si j'arrivais jusque chez moi, que se passerait-il ensuite? Je décidai de ne pas y penser. Il serait toujours temps d'y réfléchir plus tard. Malgré mon aversion et ma peur, je me retournai vers l'animal qui somnolait et je plongeai sur ma proie. Surpris, le rongeur dirigea sur moi ses yeux minuscules comme s'il pouvait me voir. Il remua la queue, prêt à s'enfuir.
Mais avant qu'il ait pu faire un mouvement, je me rapprochai de lui, l'empêchant de s'échapper. Je me souviens de quelle manière Oswald Mans m'avait ensorcelé. Il était entré dans mon crâne, puis s'était introduit dans mon corps en avançant de toutes ses forces. Pouvais-je y arriver aussi? Je me concentrai et descendis plus bas. Je devais transpercer la peau couverte de poils gris. Allais-je réussir? Le corps chaud était très étroit, et j'essayais de me faire le plus petit possible. La bête se tortilla comme un ver en poussant des couinements désespérés. Remuant la tête de droite à gauche, elle cherchait à se défendre. Elle gratta le sol avec ses petites griffes, roula sur elle-même en se débattant. Agitée de frissons, elle se raidit enfin et s'étala sur le sol, immobile. Je regardais autour de moi. J'avais chaud. Ma vue était brouillée. Tout paraissait gris. Je clignais des yeux. J'avais des paupières. De véritables paupières. Un vrai corps. Je poussai un petit cri. J'avais réussi. J'étais à l'intérieur du rat. Mais, écœuré par ma nouvelle apparence, je me mis à couiner. Non, arrête de te plaindre, me reprochai-je. Pense plutôt à avertir ta famille et à démasquer Oswald Mans, à redevenir toi-même. Je remuai mes 4 pattes et fis un petit tour pour vérifier si je pouvais trotter. Oui, je pris une profonde inspiration et m'enfuis. Je courus à travers les allées. Mes moustaches frôlaient les herbes, mon ventre traînait dans la poussière. Je reniflais des odeurs que je ne connaissais pas. Le vent caressait ma fourrure, ma longue queue était dressée vers le ciel. Je ressentais des sensations bizarres et inhabituelles. Mais il fallait que je me concentre sur l'essentiel, atteindre le portail. Au secours! Je m'arrêtai brusquement. Une petite voix avait crié derrière moi. Je tendis l'oreille. Quelqu'un venait de m'appeler? On avait demandé de l'aide? Je scrutais l'obscurité, cherchant à m'habituer à mes nouveaux yeux. Ne voyant personne, je fonçai droit devant moi. « S'il vous plaît, aidez-moi, venez à mon secours !» Non, je n'avais pas le temps de m'arrêter. Je continuai ma course. Qu'allais-je trouver en arrivant chez moi? Oswald Mans était-il aussi cruel que l'avaient affirmé les fantômes? Et surtout, comment allais-je récupérer mon corps? L'avais-je perdu pour toujours? Être si près du sol me faisait tout drôle. Les arbres et même les herbes me semblaient aussi hauts que des tours. Je me sentais minuscule et sans défense, mais j'avais un odorat formidable. Le parfum de la terre chatouillait mes narines. Je courais. Je ne faisais que courir. Soudain, un animal rampant attira mon attention. Je m'arrêtai pour l'examiner de plus près. Il glissa hors de son trou et ondula dans ma direction. Mes moustaches se dressèrent. Je venais de reconnaître son odeur. C'était un ver bien gras. Sans réfléchir, j'enfonçai mes dents pointues dans sa peau caoutchouteuse. Un jus douceâtre se répandit sur ma langue. Je mâchai ma victime avec gourmandise et l'avalai en grognant de plaisir. Je me léchai les babines pour ne rien perdre de ce savoureux repas. Qu'avais-je fait? Je venais de dévorer un ver et j'avais apprécié ce mets. Dégoûté de moi-même, je me remis en route. Avec mes petites pattes, je n'avançais pas vite. Mes poumons étaient en feu. Pourtant, j'accélérais l'allure. Je sautai par-dessus une branche morte, et la boue m'éclaboussa. Je me secouai et continuai, la tête lourde, le cœur battant à tout rompre. Au bas de la colline, les maisons me semblèrent aussi grandes que des châteaux forts. Je fus obligé de m'arrêter pour reprendre mon souffle. Où étais-je? J'étais si petit que je ne reconnaissais pas le paysage. L'herbe épaisse me faisait penser à la jungle. Les insectes faisaient un vacarme assourdissant. Soudain, je sentis une légère odeur d'aliments. Mon estomac gargouilla. J'étais affamé. Le lapin et le ver ne m'avaient pas suffi. Il fallait que je trouve de la nourriture. Je me dressai sur mes pattes arrière et commençai à renifler. Mes moustaches tremblèrent. J'aperçus une poubelle renversée. Elle luisait dans le clair de lune. Je salivais déjà. Je me précipitai au milieu des détritus. De gros morceaux de poulet m'attendaient. La viande n'était plus très fraîche, mais je savais que j'allais me régaler.
J'en arrachai un morceau et le mâchai avec gourmandise. La viande était délicieuse. J'en repris une grosse bouchée. Un grattement me fit sursauter. 4 yeux rouges brillaient en face de moi. Un sifflement sembla m'avertir, mais je n'eus pas le temps de m'écarter. Un coup violent m'atteignit à la gorge. Je reculai en couinant, terrorisé. 2 rats se jetèrent sur la viande avariée. Des gouttes de salive s'écoulaient de leurs mâchoires. Quand ils eurent fini de manger, ils tournèrent autour de moi, menaçants. Soudain, ils se ruèrent, prêts à se battre, toutes griffes dehors. Décidé à me défendre, je poussai un cri de guerre et menaçai les 2 rats avec mes pattes avant. Ils se séparèrent et passèrent à l'attaque. Le premier devant moi, le second derrière. D'autres rats surgirent alors de l'obscurité. Pourquoi m'agressaient-ils alors que j'étais l'un des leurs? Avaient-ils senti que j'étais différent? Que devais-je faire? Je ne pouvais pas me battre contre toute la meute. L'un d'eux voulut me sauter à la gorge. Je m'écartai et ses griffes s'enfoncèrent dans mon dos. Je réussis à me dégager. Désespéré, je reculai jusqu'à un mur de pierre. J'étais coincé. Devant moi, des dizaines d'yeux rouges brillaient dans la nuit. Les rongeurs voulaient ma peau. Excités, ils poussaient des petits cris et remuaient leurs mâchoires. Le regard cruel, ils se préparaient pour l'assaut final. Je tremblais de tous mes membres. Soudain, j'aperçus sur ma gauche un câble de télévision qui montait jusqu'au toit. Je m'élançai pour le saisir. C'était ma seule chance. Je grimpai à toute vitesse et j'atteignis les tuiles glacées. La pente qui menait au sommet du toit était raide, mais je courais sans me retourner. Je repérai la gouttière remplie de feuilles mortes trempées et me cachai dedans. Retenant mon souffle, je tendis l'oreille et reniflai. Tous mes sens étaient en alerte. Quand je fus certain de ne pas avoir été suivi, je jetai un coup d'œil sur les alentours. Génial! J'étais juste en face de chez moi. Mon cœur battit de joie. Je contemplais ma maison en tremblant. Je me laissai glisser le long d'une branche de lierre jusqu'à la terre ferme, puis j'examinai la rue et la traversai comme une flèche. En un éclair, je fus devant la barrière de mon jardin. Tout était éteint, même dans ma chambre. Le fantôme dormait-il dans mon lit? J'étais inquiet pour ma famille, mais je ne savais pas comment entrer. Soudain, les poils de mon dos se dressèrent. J'avais la chair de poule. Tout en moi m'avertissait d'un danger. Mon corps entier s'était transformé en système d'alarme. J'avais peur. Mais de quoi? Je reniflai de tous les côtés et reconnus l'odeur d'un animal. Une bête invisible avançait vers moi. Je restai immobile. Je perçus des pas légers et rapides. Affolé, je regardai dans toutes les directions. Où était-elle? Je tendis l'oreille. Elle approchait. Je scrutai la nuit et vis tout d'abord 2 grands yeux verts qui étincelaient, pareils à des phares de voiture. Ensuite apparurent une tête et de longues moustaches, et des pattes qui se déplaçaient dans l'herbe, presque sans bruit. C'était un chat noir. Duke! Je poussai un soupir de soulagement. Il ne pouvait pas me faire de mal, puisque j'étais son maître. Il me regarda longuement, le dos arqué. Je me souvins que je n'étais pas dans mon corps. Pour lui, je n'étais qu'un rat bon à être dévoré. Mon museau frémit et je me mis à trembler. Duke retroussa ses babines, prêt à bondir. Il poussa un miaulement cruel et passa à l'attaque. Je cherchai à m'enfuir, mais il fut plus rapide que moi. Il me saisit entre ses pattes puissantes et m'aplatit sur le sol. Je poussai un couinement aigu lorsque ses griffes s'enfoncèrent dans ma peau. Duke m'avait immobilisé. Il était si près de moi que je pus sentir la chaleur de son haleine. J'essayai de me libérer en me tortillant dans tous les sens. En vain. Je pouvais à peine bouger. « Duke, c'est moi. Tu vois bien que je suis Stanislas. » Mes mots se transformèrent en couinements plaintifs. Le chat pencha la tête et ses mâchoires s'ouvrirent, s'apprêtant à se refermer sur mon cou. Il changea d'avis et mordit ma queue charnue. Il ne voulait pas m'engloutir. Pas encore. Car Duke est un chat, et les chats aiment s'amuser avec leurs victimes avant de les manger. Il me souleva et me fit tourner de haut en bas et de droite à gauche. J'allais bientôt mourir dans le corps d'un rat, tué par mon propre chat.
Duke me fit tournoyer dans les airs comme une toupie. Il me secoua violemment, m'arrachant des cris de détresse. Il mordit ma queue si fort que la douleur irradia dans tout mon corps. Non, il n'était pas question que je meure comme ça. Dans un effort désespéré, je me redressai, saisis le cou de mon attaquant avec mes 2 pattes avant et enfonçai mes griffes minuscules dans sa peau. Surpris par ma réaction, Duke desserra ses mâchoires et lâcha prise. J'en profitai pour sauter sur son dos. Furieux, il grogna de rage. Il s'arc-bouta, cherchant à me faire tomber, mais je tins bon et rampai pour arriver à la hauteur de sa nuque. Je savais ce que j'avais à faire. Tout le problème était de rester accroché suffisamment longtemps. Le chat grogna une nouvelle fois et se tordit le cou pour m'éjecter. Agrippé solidement, je fermai les yeux et me concentrai. Il fallait que j'entre dans son corps. Je commençais à m'y introduire. Duke poussa des gémissements. Ses plaintes me rendirent triste, mais je devais continuer. Je plongeais plus profondément. Lorsque j'ouvris enfin les yeux, je sursautai. Le rat était allongé près de moi, étendu de tout son long dans l'herbe. J'avais réussi. Rejetant la tête en arrière, je miaulai de toutes mes forces. Je saisis le rongeur inanimé entre mes dents et l'emmenai. Arrivé à l'arrière de la maison, je le déposai sous la haie. « Pauvre Duke, dis-je, je suis désolé de t'avoir sorti de ton corps comme ça. Tu vas rejoindre les fantômes du cimetière et flotter quelque temps avec eux. Mais je n'avais pas le choix. Notre famille est en danger. » Je me baissai et me faufilai dans la maison par la chatière. Dès que j'entrai dans la cuisine, je reconnus les odeurs familières. Tout était réconfortant et propre. Heureux de me retrouver chez moi, je me mis à ronronner et regarder tout autour. L'évier, le réfrigérateur, les livres d'école qui traînaient sur la table. L'endroit était si chaud et confortable que je n'eus qu'une envie, m'installer dans mon panier, posé près du radiateur. J'avais tellement sommeil. Je m'étirais en bâillant. Mais je revins brusquement à la réalité. Il y avait un fantôme ignoble dans cette maison. Oswald Mans occupait mon corps. Je me secouai pour m'empêcher de m'endormir, traversai avec précaution le hall d'entrée et montai l'escalier. Une fois au premier étage, je me précipitai dans la chambre de mes parents et sautai sur leur lit. Ils dormaient profondément, les couvertures tirées jusqu'au menton. Papa ronflait doucement et le visage de maman était recouvert par ses longs cheveux. « Réveille-toi » miaulai-je à l'oreille de ma mère. « Écoutez-moi. Allez, réveillez-vous. » Elle gémit et me tourna le dos. « Papa, réveille-toi » insistai-je. « C'est sérieux. » Il ouvrit un œil et s'assit. « Qu'est-ce que tu fais là, Duke » fit-il en clignant des paupières. « Que veux-tu »« Que se passe-t-il, chérie » murmura maman d'une voix faible. Elle m'aperçut et redressa son oreiller. « Oh, ce n'est que Duke. »« Mais non, c'est moi » hurlai-je dans un miaulement désespéré. « C'est Stanislas. Vous m'entendez ? Faites un effort, écoutez-moi. Il n'y a pas une minute à perdre. Il y a un fantôme dans la maison, un spectre diabolique. Il faut agir tout de suite. » Étonnés par mon attitude, ils échangèrent un regard inquiet. Ils semblaient m'avoir compris. J'avais parlé comme un être humain et non comme un chat. Je poussai des petits cris de joie. Mais pas longtemps. « Qu'est-ce qu'il a à miauler comme ça » s'exclama mon père. « Faites un effort » hurlai-je. « Essayez de m'écouter. » C'était sans espoir. Mes parents ne connaissaient pas le langage des chats. Ma mère se couvrit la tête avec son oreiller. « Chérie, fais quelque chose » dit-elle en gémissant. « Je ne supporte pas ces miaulements. »« Allez, Duke, fiche le camp d'ici » ordonna mon père. Il m'attrapa par la peau du dos et me jeta par terre. Il fallait absolument que je trouve une solution pour qu'il me comprenne et me reconnaisse. J'aperçus un carnet de notes posé sur le bureau, près de la fenêtre. Un crayon était attaché aux feuilles. « Super » me dis-je, « je vais leur écrire un message. » Mais papa se leva. « Allons, Duke, soupira-t-il, va te coucher en bas. » Je lui tournai le dos et sautai sur le bureau. Sortant mes griffes, je saisis le crayon qui m'échappa. Je fis une autre tentative. Rien à faire. Dès que je voulais l'attraper, il glissait entre mes pattes. Furieux, je tentai de le coincer entre mes petites dents.
impossible. Il tomba sur le tapis. Avant que j'aie pu faire un ultime essai, mon père me prit dans ses bras. « Idiot de chat, dit-il d'un ton amusé, ce n'est pas l'heure de faire joujou avec des crayons. Il est tard. » Désespéré, je me débattis pour me libérer, me tortillant comme un ver. Je miaulais à m'en arracher les cordes vocales. Mais papa me descendit au rez-de-chaussée, me déposa dans mon panier et claqua la porte. Il me fallut un certain temps pour retrouver mes esprits. Enfin je me levai et sortis par la chatière, bien décidé à vérifier ce qui se passait dans ma chambre. L'arbre qui s'élevait jusqu'au premier étage était le moyen idéal pour y accéder. Avançant avec précaution, j'atteignis la branche qui faisait face à la fenêtre. Les muscles tendus, je bondis et atterris près de la vitre. Super! La fenêtre était entr'ouverte. Le fantôme d'Oswald Mans était-il couché dans mes draps? Les rideaux tirés m'empêchaient d'inspecter la pièce. Je me mis à plat ventre sur le rebord étroit et me faufilai par l'entrebâillement. Je rampais à l'intérieur, évitant les rideaux qui voletaient au vent. Je sautai sans bruit sur le sol et traversai la chambre. Et là, je faillis m'étrangler. Ma chambre était sans dessus-dessous. Les oreillers étaient éventrés. Les plumes s'éparpillaient sur le lit, le plancher et l'armoire. Les draps étaient retirés. Un grand trou béait au milieu du matelas. Malgré la demi-obscurité, je constatai que la porte de mon placard était arrachée de ses gonds. Elle était posée contre le mur. Tous mes vêtements jongeaient le sol. Même le papier peint était déchiré. « Oswald Mans est vraiment le diable !» murmurai-je, terrorisé. « Mais où est-il » Un filet de sueur froide coula le long de mon dos. Je venais d'entendre un bruit au rez-de-chaussée. La porte de ma chambre était entrebâillée. Je me glissai dans le couloir, descendis l'escalier à pas de velours et avançai vers la cuisine. Le fantôme était là, ou plutôt mon corps était là. Oswald Mans me tournait le dos. J'entrai tout doucement dans la pièce. Il était trop occupé à manger pour me voir. Penché devant le réfrigérateur, il dévorait tout ce qui s'y trouvait, par poignées entières. C'était incroyable. Il ouvrit un bocal de cornichons, en avala le contenu et le jeta sur le plancher. Il s'attaqua ensuite à une douzaine d'œufs crus. Puis il brisa une bouteille sur le bord de l'évier et but d'un trait. Le spectre vida ensuite un pot entier de mayonnaise. Il en léchait les bords quand il s'immobilisa soudain. Il m'avait repéré. « Tu sais, j'avais tellement faim, murmura-t-il. Je n'ai pas mangé depuis plus de 2 siècles. » Lorsqu'il me regarda, je ne pus m'empêcher de pousser un cri de terreur. Il me ressemblait trait pour trait. Mon visage, mes cheveux, mes mains. Excepté mes yeux. Derrière les lunettes, ses orbites étaient vides. À la place, il y avait 2 trous profonds, 2 trous noirs. D'un coup de dent, il arracha le couvercle d'un pot de crème fraîche et l'engloutit. « Je sais qui tu es, fit-il dans un gargouillement ignoble, mais tu perds ton temps. » Je ne pus m'empêcher d'être fasciné par ce monstre à l'apparence humaine. Il grimaça un sourire cruel. « Tu veux savoir qui je suis ? Je suis toi. »« Rends-moi mon corps !» criai-je. Bien sûr, j'avais parlé la langue des chats. Pourtant, il sembla me comprendre. « Retourne au cimetière, dit-il, les dents serrées. Maintenant ta place est là-bas. Tu n'es plus qu'un fantôme. »« Pas question, répliquai-je en manquant de m'étouffer de colère. Rends-moi mon corps. » Oswald Mans éclata de rire. « Tu appelles ça un corps ?» s'exclama-t-il avec méchanceté. « C'est plutôt un sac d'os, et petit en plus. Ce n'est pas ce qu'il me faut. » Il enleva mes lunettes et les écrasa d'un coup de talon. « Tu es fou !» hurlai-je, furieux. « Pourquoi fais-tu ça ?»« Dès que je serai rassasié, tu sais ce que je ferai ?» dit-il avec une grimace ignoble. « Je sortirai d'ici et je me trouverai un autre corps, mais un vrai, un costaud. »« Et le mien ?» m'écriai-je. Sans attendre sa réponse, je sautai sur sa jambe que j'entourais de mes 4 pattes. « Je vais entrer en lui, me dis-je, je vais reprendre mon corps. » Mais il m'attrapa brutalement par la peau du cou et m'éleva à la hauteur de son visage. « Tu crois que c'est aussi facile ?» dit-il d'un air moqueur. « Alors, tu ne sais pas qui je suis, hein, petit chat ? Je suis Oswald Mans. »
Quelle chance peux-tu avoir contre moi? Ses doigts se refermèrent autour de mon cou et serrèrent de plus en plus fort. Non, bredouillai-je dans un dernier souffle. Non, s'il te plaît. Je ressentis une douleur insupportable. Mon poil se hérissa. Avec tout ce bruit, mes parents auraient dû se réveiller. Jason, Rémi et Charlotte aussi. Pourquoi ne réagissaient-ils pas? Que leur était-il arrivé? D'un coup de pied, le spectre ouvrit la porte de la cuisine et s'engagea dans l'escalier, vers le sous-sol. Il m'emmena au fond de la cave, dans le coin où se trouvait la chaudière. Il enserrait toujours mon cou de sa main droite. Un objet racla le sol en ciment. Je ne vis pas ce que c'était, mais je frissonnais, craignant le pire. Je me débattis comme un fou pour me libérer. Oswald resserra son étreinte en ricanant méchamment. Tout à coup, il me lâcha. Je tombai lourdement. Grâce à mes yeux de chat, je pus scruter l'obscurité qui m'entourait. Mans m'avait jeté dans un carton dont il avait refermé le couvercle. Je miaulais de désespoir. Le monstre donna un violent coup de pied dans la caisse. Déséquilibré, je poussai un hurlement. « Ne crie pas, gentil minet, chuchota-t-il. Tu as fait de ton mieux. Pas de chance, tu as perdu. Ne t'inquiète pas, ta famille dort profondément. Enfin, pour le moment. » Je l'entendis monter les marches et claquer la porte. Il m'avait abandonné. J'étais prisonnier. Non, pensai-je pour m'encourager, rien n'est perdu. Je griffai l'intérieur de ma prison, sans succès. J'essayai de mordre le carton à pleines dents. Il était trop solide. Je plaçai la tête sous le couvercle et poussai de toutes mes forces. Aucun résultat. Je donnai de furieux coups de patte sur les côtés, mais je ne réussis qu'à me faire très mal. Je compris alors l'horrible vérité. Je ne pouvais pas m'échapper. J'étais trop petit et trop faible. Épuisé, je baissai tristement la tête. J'étais condamné à mourir étouffé. Quelque chose tomba alors sur mon dos et avança dans ma fourrure. Un animal à la fois terrifiant et dégoûtant. La bête qui marchait sur ma peau était ce que je détestais le plus au monde. Une araignée. D'un coup de griffe, je me débarrassai de l'araignée qui tomba devant mon museau. Elle remua les pattes, raclant le carton. La peur me fit frissonner. « Oh non !» me lamentai-je en reculant à l'autre bout de la boîte. Elle rampait dans ma direction. Elle était de plus en plus près. C'était insupportable. Je levai une patte. Retenant mon souffle, je la plaçai sur l'horrible créature, prêt à l'écraser. Mais je m'arrêtai net. Je venais d'avoir une idée. Une véritable inspiration. Cette araignée allait me permettre de quitter ma prison. Je posai délicatement mes griffes sur son dos et commençai à me concentrer. Je sentis que je flottais dans l'obscurité, puis je pénétrai dans un espace très étroit. Génial! J'étais entré dans l'insecte. Je remuais, respirais. J'étais léger et plein d'énergie. Je n'avais plus peur de ces bestioles, puisque j'en étais devenu une. Je repérai une fente dans le carton et me faufilai. Dès que je fus sur le sol en ciment, je traversai la cave. Il me fallut 20 minutes pour monter jusqu'à la chambre de Jason. Lorsque j'y arrivai, mon corps tout entier palpitait. Je n'avais qu'une envie, tisser ma toile et m'y reposer. Mais je me forçai à continuer. Épuisé, je dus faire un effort incroyable pour grimper sur le lit et me poser sur l'épaule de Jason. Allongé sur le côté, mon petit frère dormait profondément. Sa bouche était entr'ouverte. « Désolé, Jason, dis-je, en sachant qu'il ne pouvait pas m'entendre. J'ai besoin de ton corps. Je ne ferais jamais une chose pareille s'il n'y avait pas une telle urgence, surtout à mon propre frère. Je te promets que je te le rendrai dès que j'aurai récupéré le mien. » Je grimpai sur sa joue chaude et douce. Je m'appuyai de toutes mes forces contre sa peau et me concentrai. Quelques secondes après, je glissai lentement dans la peau de Jason. Il n'avait pas bougé d'1 millimètre, il ne s'était même pas réveillé. Je m'assis sur le lit et passai les doigts dans ses cheveux bruns. J'ouvris les yeux. « Ouf !» fis-je. J'avais retrouvé la parole. « Ça y est !» m'exclamai-je. « Je suis redevenu un humain. » Je me levai d'un bond et faillis tomber.
Fais attention, Stanislas, pensai-je. Tu n'étais qu'une minuscule araignée. Prends ton temps, il faut t'habituer à ce grand corps. Mais je n'avais pas une minute à perdre. Oswald Mans était parti chercher une nouvelle enveloppe charnelle. Et que deviendrait la mienne? Allais-je rejoindre les fantômes du cimetière? Je devais le retrouver avant qu'il ne réussisse. Je sortis en courant de la chambre et fonçai dans le couloir. « Papa, maman !» criai-je. « Au secours, aidez-moi !» Je m'arrêtai net en haut de l'escalier. Quelqu'un venait de hurler dans la cuisine. Mon nouveau corps était tellement lourd que je dégringolais l'escalier en titubant, comme si je traînais un énorme sac de farine. J'arrivai, essoufflé, à la porte de la cuisine. Mes parents étaient debout devant le réfrigérateur, le visage déformé par la consternation. La bouche grande ouverte, ils constataient le désastre. Des débris de verre jongeaient le sol. « Quelle pagaille !» laissai-je échapper. « Jason, qui a fait ça ?» me demanda ma mère en se retournant vers moi. « Il faut que je t'explique, » commençai-je. « Qui a pu faire une chose pareille? Qui? As-tu vu Stanislas ?»« Mais c'est moi, Stanislas, » déclarai-je. « J'ai dû emprunter le corps de Jason. »« Ce n'est pas le moment de plaisanter, » intervint papa, furieux. « Tu as vu ce désordre ?»« Mais je ne blague pas, » insistai-je. « Vous devez m'écouter. Je suis Stanislas. Je me suis fait voler mon corps par un fantôme. Alors il a fallu que je prenne celui de Jason. Et... » « Arrête !» m'interrompit maman avant de se tourner vers mon père. J'avais pourtant dit à Stanislas de ne plus le laisser regarder des films de monstres. « Vous devez absolument me croire, » criai-je. « Il faut que je récupère mon corps, sinon je vais hanter le cimetière pour l'éternité. »« Remonte dans ta chambre, » ordonna papa d'un ton sec. « Nous parlerons de ça demain. Nous devons tout nettoyer. Quelqu'un a dû s'introduire dans la maison. Il n'y a pas d'autre explication. »« Je... bégayai-je. Il ne voulait pas m'écouter. Pourtant, il fallait tenter quelque chose. Je filai au premier étage, mis un t-shirt, un jean, attrapai le blouson de Jason et me précipitai dehors. Lorsque je fus au coin de la rue, je faillis tomber à la renverse. Mes semelles dérapaient sur du verre. Les vitres de 2 voitures garées dans le virage avaient volé en éclats. Pas de doute, c'était le fantôme qui avait fait ça. Je poursuivis ma course en regardant les habitations et les garages. Je devais retrouver ce démon avant qu'il ne commette d'autres dégâts. Quand j'arrivai sur l'avenue principale, mon cœur battait à tout rompre. Toutes les poubelles étaient renversées. Les ordures répandues sur la chaussée, dans les caniveaux. Mais où était ce monstre? Il était évident qu'il se déplaçait et agissait à la vitesse de l'éclair. Je fis demi-tour et me dirigeai vers le centre de Haute-Tombe. Je n'en crus pas mes yeux. Toutes les boîtes à lettres étaient ouvertes. Les enveloppes étaient éparpillées sur le sol. Les ampoules des lampadaires avaient été brisées. Seule la lune éclairait ce spectacle incroyable. Des lumières s'allumèrent dans les maisons. J'aperçus alors les 2 camionnettes du marchand de journaux. Les portes arrière étaient ouvertes. À l'intérieur, les magazines étaient déchirés. Près du supermarché, un bosquet d'arbustes avait été déterré. Oswald Mans avait une force diabolique. Affolés, les habitants du quartier commencèrent à sortir de chez eux en robe de chambre ou en pyjama. C'est alors que je vis une silhouette qui traversait rapidement les jardins situés devant les maisons. Je la reconnus aussitôt. C'était moi, ou plutôt le spectre qui ravageait tout sur son passage. Il envoyait des pierres dans les vitres en riant. J'entendis les sirènes des voitures de police qui surgissaient de tous les côtés. Horrifié, je pensais que tout était de ma faute. Si je n'avais pas renversé cette pierre tombale, Oswald Mans ne serait pas sorti de son cercueil et n'aurait pas quitté le cimetière. Soudain, il fit face à la foule qui s'était rassemblée et poussa un hurlement aigu. Les gens reculèrent, épouvantés. 2 policiers se précipitèrent pour l'arrêter, mais Oswald était bien décidé à se défendre. Il saisit une pelle posée contre un mur et les menaça. « Lâche ça, vaurien !» cria l'un des agents en essayant de s'emparer de l'objet. Mais Oswald le força à reculer en l'agitant devant lui. « Jette cette pelle !» hurla l'autre policier. Une lueur sévère passa dans ses yeux. « Jette cette pelle !» répéta-t-il en portant la main à son pistolet.
Oswald fit volte-face. Ses 2 orbites vides et noires fixèrent l'homme, qui ordonna « Lâche-la, ou je tire !»« Non, ne tirez pas !» m'écriai-je en me plaçant face à lui. « C'est mon corps !»« Fiche le camp, petit !» ordonna-t-il. Le spectre fit tournoyer son arme. « Non, ne tirez pas !» suppliai-je. « Nous n'avons pas le choix !» répondit l'agent en levant son revolver. Mon sang se glaça. Tout était perdu. « Non, dis-je en pleurant, c'est un fantôme, il est dans mon corps, ne l'abîmez pas. »« Tu es fou, quoi ?» s'exclama l'un des policiers. « Pousse-toi de là !» Le fantôme, voyant les 2 agents occupés à discuter, en profita pour s'échapper. Quelques instants plus tard, des hurlements retentirent dans la cour arrière des Foreman. Je franchis la barrière. Oswald était en train de démolir une petite cabane à coups de pelle. Je me réfugiai derrière un arbre et réfléchis au meilleur moyen de récupérer mon corps. « Il fait un peu froid. Si je faisais un bon feu ?» ironisa le monstre. Il jeta une allumette dans les débris de la cabane. Satisfait, le spectre fixa l'incendie de ses orbites noires. Le feu atteignit les branches des arbres qui surplombaient le toit des Foreman. Non! La ville allait brûler. Le monstre était capable de la saccager comme il l'avait fait 2 siècles auparavant. Il fallait l'en empêcher. Je sortis de ma cachette comme une flèche au moment où Frank apparaissait à la porte de la cuisine. « À quoi joues-tu » cria-t-il au fantôme. Oswald se retourna. Un sourire diabolique déforma son visage. « Voilà le corps qu'il me faut, dit-il. Fort, bien musclé. Il conviendra parfaitement à Oswald Mance. »« Stanislas !» hurla Frank en se ruant sur la créature. « Je vais te réduire en bouillie si tu n'arrêtes pas immédiatement. »« Non !» hurlai-je en me précipitant vers lui. « Appelle la police et les pompiers. Au secours !» Les langues de feu avançaient sur le gazon. Je sentis la chaleur à travers mes baskets. « Je sais qui tu es, » me dit soudain le spectre en saisissant la manche de mon blouson. « Je vais d'abord m'emparer du corps de ce Frank, » murmura-t-il à mon oreille. « Ensuite, je m'occuperai de toi. » Devant nous, le feu ronflait de plus en plus fort. Les restes de la cabane en bois brûlaient rapidement. Le fantôme approcha et tendit son bras vers les flammes. « Tu veux voir si ça fait mal ?» ricana-t-il. « Dis au revoir à ton joli pull, Stanislas. »« Non !» m'écriai-je. Le saisissant par le bras, je le fis pivoter. « Tu es fou, Stanislas !» lui cria Frank. Furieux, il se précipita sur le spectre et le plaqua au sol. « Jason, dit-il, je le tiens. Va vite prévenir tes parents. » Quelle erreur! Il se mit à gémir. « Oh, ma tête! J'ai mal à la tête. »« Frank, laisse-le partir, » ordonnai-je en le tirant en arrière. « Fais attention, il va te voler ton corps. »« Tu es aussi fou que ton frère, » s'exclama-t-il en me repoussant. « Je vais chercher la police. » Il se redressa et se mit aussitôt à courir. Le fantôme se lança à sa poursuite, mais abandonna très vite. Frank venait d'arrêter une voiture de police. Oswald Mance fit demi-tour, sauta par-dessus un buisson et disparut. Je compris alors que je ne pourrais pas retrouver ce monstre, tout seul. Pour que je récupère mon corps, il fallait que quelqu'un m'aide, mais je savais que personne ne croirait à mon histoire. À moins que... Une idée me traversa l'esprit. Audrey. Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt? Elle m'avait accompagné au cimetière, elle m'avait vu renverser la pierre tombale. Elle était là quand Frank et ses complices m'avaient ligoté à cette sépulture. Elle m'écouterait peut-être, elle. Elle devait me croire. Quand 2 personnes donnent la même version des faits, elles sont prises au sérieux, pensai-je. Audrey était mon dernier espoir. Derrière moi, les Foreman sortaient de chez eux. Une voiture de pompiers surgit au bout de la rue. Une lance à incendie fut branchée et projeta une gerbe d'eau sur les flammes. En quelques secondes, le feu fut éteint. Soulagé, je courus comme un fou jusqu'à la maison de mon ami. Lorsque j'arrivai devant la porte d'entrée, je constatai qu'elle était intacte. Je vérifiai toutes les ouvertures. Aucune n'avait été forcée. Le fantôme n'était pas passé chez Audrey. Je grimpai l'escalier du perron et jetai un coup d'œil par la baie vitrée du salon. Les lumières n'étaient pas allumées. Tout le monde semblait dormir.
Je me rendis dans la cour sur laquelle donne la chambre de mon amie. Les rideaux n'étaient pas tirés. Je vis à travers la vitre qu'elle dormait profondément. « Audrey, réveille-toi » appelai-je. Elle ne réagit pas. Je frappai au carreau. Elle souleva la tête et me regarda. « Laisse-moi entrer, s'il te plaît. » Tout ensommeillée, Audrey se glissa hors du lit et ouvrit la fenêtre. « Audrey, c'est moi, Stanislas !» dis-je d'une voix étouffée en sautant dans la pièce. Je lui racontai mon histoire, espérant qu'elle me croirait. « Je sais que j'ai l'apparence de Jason, expliquai-je, mais j'ai dû emprunter son corps parce que le fantôme, il s'est échappé. Tu comprends ?» Audrey frotta ses paupières gonflées. « Jason ? Tu racontes n'importe quoi. »« Je te le répète, je ne suis pas Jason, dis-je. Je suis Stanislas. Un fantôme s'est emparé de mon corps. Il faut que tu me croies. Tu dois me faire confiance. »« Tu es fou, dit-elle en reculant d'un pas. Elle alluma la lampe de chevet et la lumière inonda la chambre. « Audrey, aide-moi, je t'en supplie, insistai-je. C'est alors que je découvris ses yeux. Ils n'étaient plus verts. C'étaient 2 trous noirs. 2 orbites sombres avaient remplacé les yeux magnifiques de mon amie. « Elle aussi, lançai-je. Tu es un fantôme. Tu as emprunté le corps d'Audrey. » Alors je me souvins de cette petite voix qui avait appelé au secours dans le cimetière. « Aidez-moi, aidez-moi !» « Audrey a rejoint les autres ?» hurlai-je. « C'était elle qui gémissait ? Tu lui as volé son enveloppe charnelle ?» « Bah, ça n'a plus d'importance, dit le spectre en m'adressant un sourire méchant. C'est à son tour de hanter cet endroit. Moi j'ai la chance d'être vivant maintenant. » Je poussai un cri de rage et plongeai vers la fenêtre. 2 mains solides m'attrapèrent par les épaules et me repoussèrent à l'intérieur de la pièce. « Désolé, dit le monstre, il n'est pas question que je retourne dans ce cimetière et que je me retrouve dans cette tombe. Je ne veux plus être Martin Mans. Maintenant, je suis Audrey. »« Quoi ? Tu es Martin Mans ?» bredouillai-je. « Eh oui, répondit-il en tournant autour de moi. Ses orbites se remplirent d'un liquide foncé et s'élargirent. Martin respira profondément et me saisit par la taille. Il me souleva et me précipita à travers la chambre. Ma tête heurta le mur, m'arrachant un grognement de douleur. Étourdi, je m'affalai sur le plancher. Ma vue se troubla. Un éclair aussi rouge que le sang m'aveugla, et tout devint noir. Un coup frappé à la porte me réveilla. J'ouvris les yeux avec difficulté. Une douleur atroce, descendant jusqu'à ma nuque, faisait battre mes tempes. « Audrey, que se passe-t-il » demanda la mère de mon ami en entrant précipitamment. J'ai cru entendre un choc et des cris. Le fantôme se rua sur elle pour qu'elle ne me découvre pas. « Tu ne me croiras pas, » dit la fausse Audrey en détournant les yeux. « Je suis tombée du lit. »« Tout va bien ?» Je bondis sur mes pieds. Ignorant ma souffrance, je me précipitai dehors par la fenêtre. Des exclamations d'étonnement retentirent derrière moi. Je me retournai pour m'assurer que Martin Mans ne m'avait pas suivi. Ne voyant personne, je fonçai vers le cimetière. Je grimpai comme une flèche la colline de Haute-Tombe. Couverte de rosée gelée, l'herbe était glissante. La lune pâlissait. Dans la ville, l'ordre semblait être revenu. Le ciel du petit matin était obscurci par d'épais nuages noirs. Cherchant mon souffle, le cœur battant à tout rompre, j'atteignis le portail délabré. Il fallait à tout prix que je retrouve mon amie Audrey. À nous 2, nous pouvions vaincre ces démons et récupérer nos corps. Je franchis la grille et m'arrêtai. Les spectres planaient encore au-dessus de leur tombe. « Des corps, nous voulons des corps » gémissait-il. Un garçon de mon âge flotta jusqu'à moi. Un morceau de peau pendait sur sa joue. « Je veux ton corps, dit-il d'une voix rauque. « Pas question, l'interrompit une vieille femme. Il m'appartient. Les autres m'encerclèrent. Nous voulons ton corps, chantèrent-ils en chœur. Se tenant par les mains, ils reprirent leur danse terrifiante. Ma tête commença à tourner, mes jambes faiblirent. Je n'arrivais plus à bouger, cette danse de mort semblait m'appeler.
Arrêtez, criai-je, ce n'est pas à moi qu'il faut vous en prendre. Mais tu n'es qu'un fantôme, tu es des nôtres, dit le jeune garçon. Non, hurlai-je. Rassemblant mon énergie, je parvins à rompre l'envoûtement et fonçai à travers le cercle. Audrey, appelai-je. Audrey, où es-tu? Personne ne répondit. Audrey, insistai-je en courant dans les allées. Audrey, c'est Stanislas, je suis. Une toute petite voix me fit sursauter. Elle était très douce. Par ici, sous le saule. Je fis demi-tour et m'élançai dans cette direction, mais je trébuchai sur une tombe, dont la pierre s'abattit lourdement sur le sol. Déséquilibré, je m'écroulai dessus. Je réussis à me remettre debout et fus attiré par des mots gravés sur la sépulture. Dans la pâle lumière du jour naissant, je lus « Seule la vie vaincra la mort ». Que signifiait cette phrase? Je restai là, pensif, enlevant les feuilles mortes de mes cheveux. « Par ici, Jason » m'appela mon ami. « C'est moi, Stanislas » répétai-je. « J'ai dû emprunter le corps de Jason. Où es-tu » ? « Tout près, mais je ne peux pas bouger. Je suis prisonnière d'une bulle d'air. » « Une bulle d'air ? Attends, je vais t'aider. Je vais te sortir de là. »« Que vas-tu faire ?»« Eh bien, hésitai-je. En fait, je ne savais pas très bien comment m'y prendre. J'entendis alors un bruit venant du portail. Je me retournai et vis un labrador noir qui se promenait dans le cimetière. Il trottinait vers nous, la tête baissée, reniflant les tombes au passage. « Génial, un chien !» m'écriai-je. « Oui, et alors ?» lança Audrey, impatiente. « Tu sais quoi ? Tu vas te glisser à l'intérieur de lui. »« Ah bon ? Comment ? Il faut que tu te concentres de toutes tes forces. Dès que tu seras dans son corps, tu t'en serviras pour aller en ville. Une fois que nous serons en bas, nous pourrons peut-être récupérer les nôtres. » L'angoisse m'empêcha de poursuivre. Allions-nous réussir ? Tu crois que je peux y arriver ? Demanda mon ami de sa voix faible. Il le faut, affirmai-je. Et dépêchons-nous avant que les fantômes ne sautent sur lui. Je caressai l'animal qui se laissa faire. Il devait rester calme pour qu'Audrey puisse agir. Brave toutou, lui dis-je tout doucement. Il me regarda, étonné, et leva vers moi des yeux pleins de tendresse. Soudain, il bondit dans l'allée. « Rattrape-le » cria Audrey. Le labrador se dirigeait vers la grille. Je me lançai à sa poursuite et réussis tant bien que mal à l'atteindre. « Dépêche-toi, Audrey » dis-je en le tenant par le collier. « Ne perdons pas de temps. Concentre-toi et glisse-toi dans sa peau. »« Mais je ne sais pas quoi faire, » se plaignit mon ami. « Comment veux-tu que je me transforme en chien ? C'est impossible, voyons. » « Fais vite, tu dois penser très fort que tu veux pénétrer dans son corps. Tu verras, ça va marcher. » Une longue minute passa. Le chien mordillait tranquillement une racine qu'il avait déterrée. « Allez, Audrey !» Le labrador se mit à lécher mes doigts. « Audrey, à quoi tu joues ?» m'exclamai-je. « Où es-tu » ? « J'essaie comme une folle, dit-elle de toute sa petite voix. « Mais ça n'a pas l'air de marcher. » « Imagine que tu veux te couler dans sa peau, » insistai-je pour l'encourager. Le chien se frotta contre ma cuisse, puis il se raidit et voulut mordre ma main. Je retirai vivement mon bras. Il gronda et s'agita dans tous les sens. Il semblait se battre contre un ennemi invisible. « Ça y est, Audrey, dis-je. Continue, ne lâche pas prise. » L'animal se roula par terre. Il donna des coups de griffe dans le vide, en grognant furieusement. Puis, il se raidit une dernière fois et resta immobile. « Audrey, c'est toi ?» demandai-je en le regardant. « Ouf !» fit mon ami. « Fantastique, elle avait réussi. »« Alors on y va ?» lançai-je. Nous traversâmes le cimetière et descendîmes la colline en trombe. Le jour pointait à l'horizon et le ciel, débarrassé des nuages noirs, se colorait en rose. Un soleil rouge se levait sur Haute-Tombe. Nous avançâmes dans les rues surveillées par les policiers. Le calme était revenu. Mais où étaient les frères Mans ? « Regarde, dis-je en montrant la maison de Frank Foreman. Il était dehors avec sa famille. Tous étaient déjà au travail,
Ils enlevèrent les débris de la hutte incendiée. Ils paraissaient épuisés. Malgré ce que m'avait fait subir Frank, je ne pus m'empêcher d'éprouver de l'amitié pour lui. Il avait failli brûler vif. Je me tournai vers Audrey qui trottinait à mes côtés. « Et maintenant, qu'allons-nous faire ?» me demandai-je. Nous marchions en direction de ma maison, accablés. Les panneaux indicateurs étaient tordus ou arrachés, les vitres des cabines téléphoniques brisées. Les deux démons n'étaient pas loin. Soudain, je les vis courant dans mon jardin. « Vite, Audrey !» hurlai-je. « Ils vont tout démolir et s'en prendre à ma famille. » Oswald, enfermé dans mon corps, brisa la porte d'entrée d'un seul coup de poing. Martin, Audrey, donna un coup de pied dans la baie vitrée du salon. À l'intérieur, Rémi et Charlotte poussaient d'horribles cris aigus. « Viens nous sauver, Jason! Aide-nous! Stanislas et Audrey sont devenus fous! » Mes parents eurent à peine le temps de les emmener au fond de la pièce que l'épais carreau volait en éclats. Les deux fantômes s'engouffrèrent dans l'ouverture. Je les suivis, accompagné d'Audrey. Je n'avais pas le moindre plan. Je ne savais pas de quelle manière il fallait se battre contre des spectres, mais j'étais certain de devoir les empêcher de se venger de leurs conditions. « Stanislas, qu'est-ce qui te prend » cria mon père. Ma mère hurla de terreur quand les deux créatures diaboliques s'approchèrent. « Jason, va chercher de l'aide » me supplia-t-elle en voyant que je me précipitais pour défendre les miens. La véritable Audrey profita alors de son apparence de chien. Elle baissa la tête et se mit à grogner férocement. « Les Mans, filez au cimetière » m'écriai-je pendant qu'elle aboyait furieusement. « Votre place est là-bas, rendez-nous nos corps et rentrez dans vos tombes. » Les deux revenants se regardèrent en grimaçant. Papa ne comprenait rien. « Stanislas et Audrey, balbutia-t-il, sont devenus fous. »« Mais puisque je te dis que je suis Stanislas, m'exclamai-je, ce sont Oswald et Martin Mans. » Mes parents paraissaient choqués. « Partez » ordonnai-je aux deux fantômes. Oswald poussa un cri de rage et brisa la table basse en 1000 morceaux. Rémi et Charlotte éclatèrent en sanglots. Horrifiés, mon père et ma mère s'avancèrent pour les protéger. Les spectres s'attaquèrent au piano. Que pouvais-je faire ? Il me fallait trouver le plus vite possible un moyen de les arrêter. C'est alors que le chien passa à l'attaque en grondant de rage. Il plongea sur le faux Stanislas et enfonça ses dents dans sa cuisse. Surpris, Oswald recula. Mon ami le mordit encore plus profondément. Le monstre tourna sur lui-même en agitant les bras. Il secoua la tête et hurla de douleur. « Les morts vivront !» criait de son côté Martin. « Oh, Audrey, qu'est-ce que tu racontes ?» bégaya maman. « Calme-toi immédiatement. »« Mais que voulez-vous » demanda papa. « À quoi jouez-vous ? Pourquoi faites-vous ça ?» En guise de réponse, Oswald fixa ses orbites diaboliques sur moi. Hurlant de peur, je m'enfuis de la maison en courant. Les deux démons se lancèrent aussitôt à ma poursuite. « Ne les laissons pas filer » grogna Oswald. Je traversai la pelouse comme un fou. Le ciel se couvrait à nouveau de nuages noirs. Les sirènes de police hurlèrent dans le lointain. « Rends-moi mon corps » cria soudain quelqu'un. Je m'arrêtai net et regardai autour de moi. La rue était déserte. « Rends-moi mon corps » répéta la voix toute proche. « Jason, c'est toi » demandai-je. « Oui, c'est moi, et je veux que tu me rendes mon corps. » Les revenants arrivaient sur moi en montrant leurs poings. « Jason, ce n'est pas le moment, dis-je. S'il te plaît, va-t'en. »« Non, je le veux. J'en ai besoin tout de suite. »« Non, Jason, pas maintenant. » Les deux frères n'étaient plus qu'à quelques mètres. Soudain, je sentis un poids sur ma nuque. « Jason !» fis-je faiblement. Mon frère poussait de toutes ses forces. « Jason, je t'en prie !» suppliai-je. Mais il appuya sur ma nuque encore plus fort. J'essayais de me défendre, de me concentrer. Rien à faire. Mon bras s'engourdit. Jason s'en était déjà emparé. Puis ce fut le tour de ma jambe gauche. Je secouai la tête. Je me baissai pour tenter de le chasser. En vain. Je ne devais surtout pas perdre le contrôle. « Jason !» appelai-je. Je me sentais de plus en plus faible. Il avançait. Il prenait les commandes.
Les deux démons s'étaient arrêtés, fascinés par notre lutte. Je tendis un bras, tirai sur une jambe, faisant des efforts désespérés pour me libérer. Tandis que je me défendais, Jason poussait de son côté. La partie gauche de mon corps, dont il s'était rendu maître, exécuta une danse étrange. Horrifiés, nos voisins et notre famille assistaient au spectacle depuis le perron de notre maison. Audrey, ou plutôt le labrador noir, trottina vers nous. Je me trémoussais dans l'herbe, remuant les bras comme un moulin à vent, mais Jason tentait de m'obliger à lui obéir. Le combat devint féroce. Soudain, j'entendis un gémissement de douleur. C'étaient les monstres qui criaient. De leur bouche ouverte s'échappaient de longues plaintes. Ils se tenaient le ventre. Que se passait-il? Jason et moi reprîmes notre danse sauvage. Lequel des deux allait dominer? Lequel gagnerait la partie? Nous commandions chacun notre tour. Les genoux pliaient, les jambes bondissaient à droite puis à gauche, les pieds faisaient de rapides pas d'un côté et de l'autre. Le rythme était endiablé. Les frères Mance tombèrent alors à genoux, pareils à des marionnettes désarticulées, en continuant à se lamenter. Je donnai plusieurs coups de pied et levai les bras. Ils râlèrent plus fort. Notre balai fou les rendait malades. Il les neutralisait petit à petit. Les mots étranges gravés sur la pierre tombale me revinrent soudain à l'esprit. Je n'avais alors pas compris leur sens. Seule la vie vaincra la mort. Bien sûr, pensai-je, quand on danse, c'est qu'on est vivant. J'avais trouvé le moyen de vaincre Oswald Mance et son frère. Moi qui ne dansais jamais, qui haïssais la danse, il fallait que je continue, sans m'arrêter, pour en finir une bonne fois pour toutes. Le vieux fantôme du cimetière m'avait dit que je découvrirais la solution par moi-même. « Ça y est, je vais récupérer mon corps !» criai-je. « Ce n'est pas possible, c'est le mien !» pleurnicha Oswald. « Personne ne peut gagner contre moi. Personne, tu entends ?» Je remuai bras et jambes, claquai des doigts. « Arrêtez !» hurla le monstre, les bras repliés sur la poitrine. Je saisis le labrador noir par les pattes avant et nous dansâmes ensemble. Les deux spectres maléfiques s'effondrèrent dans l'herbe. Nous avions gagné. « Audrey, nous avons réussi !» hurlai-je en lâchant les pattes du chien. « Jason peut réintégrer son corps. » Je voulais le lui rendre, quitter ce corps et redevenir invisible. Provisoirement. J'avais envie de rire, de chanter, de danser. Soudain je remarquai les frères Mance. Mon cœur cessa de battre. Ils gisaient, face contre terre, bras et jambes écartés, immobiles, sans vie. Il était trop tard pour que nous puissions récupérer nos enveloppes charnelles. Audrey et moi étions maudits pour toujours. Nous étions condamnés à rester des ombres, à jamais. Flottant dans l'air, je regardais mon corps sans vie étendu sur le gazon. Jason avait repris le sien. Il remua bras et jambes, plia les genoux pour s'assurer que tout fonctionnait parfaitement. Il ouvrit et ferma la bouche. « C'est bien moi !» finit-il par dire, tout joyeux. « Et moi ?» pensai-je tristement. « Redeviendrai-je aussi Stanislas Casimir ?»« Viens vite, Audrey !» ordonnai-je au chien. « On peut y arriver. Il n'est peut-être pas trop tard. Essayons !» Elle trottina jusqu'à moi alors que je planais au-dessus des frères Mance. « Dépêchons-nous !» suppliai-je. Je me concentrai et poussai aussi fort que je l'avais fait avec le rat, le chat, l'araignée et Jason. Je sentis que je m'enfonçais de plus en plus profondément, et l'obscurité fut totale. Lorsque j'ouvris enfin les yeux, j'aperçus les nuages qui couraient dans le ciel. Les rayons du soleil illuminaient la pelouse. « On a gagné, Audrey !» hurlai-je. « On a gagné !» Il était temps. J'étais tellement heureux que je sautais en l'air. Je tournai sur moi-même. Et ma jupe se gonfla. Je m'arrêtai net. Je baissai les yeux. Je portais une jupe et des collants rouges, et mes ongles étaient recouverts d'un beau vernis bleu et brillant. Mes doigts passèrent dans une longue chevelure brune et soyeuse. Je me retournai aussitôt vers Audrey. Mais la personne qui se tenait à côté de moi n'était pas mon amie. C'était moi. « Dis donc, lui dis-je en rejetant mes cheveux en arrière, je crois qu'on s'est trompé.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait?